Pour ce 17e épisode de Jugurtha Talks, je reçois Farid Arab. Farid est surtout connu pour avoir créé la Founder Family. La Founder Family organise des événements tech à but éducatif partout en Afrique. D'une nature rebelle et rêveuse, ce jeune Français d'origine algérienne voit le jour dans une banlieue rouennaise, le Petit Quevilly. Très jeune, il découvre son goût pour le business en vendant des châtaignes au marché de Rouen. Lorsque son lycée acquiert des TO7 et des MO5, l'ancêtre des PC actuels, il tombe amoureux de l'informatique, ce qui va le prédestiner à y dédier sa vie professionnelle. Cet amour, il va essayer de le transmettre à son pays d'origine en organisant des conférences en 2011 appelées les DZ Web Days, où il forme des jeunes Algériens gratuitement au métier de l'informatique comme le développement web, le SEO, et en organisant des hackathons. Quelques années plus tard, ces événements se transformeront en ce qu'est la Founder Family aujourd'hui, soit un réseau qui s'étend sur 32 pays, avec plus de 244 fondateurs soutenus et une influence dans 65 écosystèmes de start-up. Une belle aventure qui l'a amené aux quatre coins de la planète, avec un attachement particulier à ce que les journalistes appellent aujourd'hui le Sud global. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire extraordinaire de Farid. Farid Arab, bienvenue à Jugurtha Talks. Bonjour, merci de m'accueillir. Bah écoute, merci de toi de m'accueillir. Je connaissais pas du tout le Rincy, on dit, c'est ça? C'est la Rincy, ouais, l'avant-poste. L'avant-poste, sincèrement, c'est super sympa ici, donc je connaissais pas Ça du fait tout. Même presque la du ville est super militaire. charmante. Ouais, c'est sympa, c'est vrai que c'est sympa. Oui, oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement aux personnes qui nous écoutent et qui nous voient? Alors, je suis Farid Arab, je vis en France, je suis d'origine algérienne. Alors, moi, je dis souvent, ça va peut-être, c'est bien, je mets le pied dans le plat. Je dis souvent que je suis un Algérien qui a la citoyenneté française. Et donc, je vis ici depuis assez longtemps. Et je travaille dans un domaine qui est le numérique et le digital. Mhm. Un domaine sur lequel je suis passionné très tôt, très très tôt. Et je vogue au fur et à mesure, on va dire, parce que comme je suis un amoureux de la connaissance, dès qu'il y a une nouvelle connaissance, moi j'adore l'innovation, je plonge dedans. Donc on va essayer, si j'avais à me définir, je dirais un amoureux de la connaissance, mais quand même spécialisé dans les techs. Ok. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Oh là là, alors ça peut même faire rire. Je vais te donner des trucs, tu sais, à croustiller. Croustillant plutôt. Je suis né à Rouen, en Normandie, dans une ville. Alors, je suis né à Rouen, mais j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Petit-Quevilly. Toute petite ville de 25 000 habitants. Et je pense que c'est ça qui m'a donné surtout envie de voyager après. Et ça ressemble à quoi de grandir à Petit-Quevilly? Ah bah écoute, c'est génial. C'est génial parce que l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, alors moi j'ai habité en face de la place du marché. Et donc c'est génial parce que je la voyais de ma fenêtre. Et la place du marché, tu vois le monde entier en France, tu vois. Tu as toutes les nationalités, toutes les religions. J'étais là, je regardais les gens acheter, vendre du matin au soir. Et j'ai eu la chance, pour moi c'est une très grande chance, d'avoir, je crois, quasi 8 nationalités différentes dans mon escalier. J'avais au rez-de-chaussée, j'avais des Roms, pour te dire, c'est assez rare, c'était sédentaire. J'avais des amis qui étaient algériens, tunisiens, marocains dans le même immeuble. J'avais des Sénégalais, j'avais des gens qui venaient des Antilles. Mon meilleur ami était argentin, donc il venait d'Argentine. Il était arrivé avec le bandana quand il arrivait en France, donc imagine. Et donc ouais, j'ai eu une super chance et d'avoir été très cosmopolite dès le tout jeune âge. Et c'est génial parce que c'est des petites villes et c'est une ville qui est dans un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Julien. Et j'adore cette vie. J'aurais eu très peur de vivre dans une villa, dans une maison où tu rencontres aucun enfant. Alors que là, j'avais des gens de partout et tout le temps. Et ça criait, ça parlait. J'adore beaucoup. Voilà. Fils unique ou frère et sœur? Oh non, 5. On est 5. Je suis, allez, on va dire même 6 parce que j'ai une demi-sœur. Donc trois grandes sœurs et deux petits frères. Quel était le métier de tes parents? Alors mon père, j'ai encore une autre blague là-dessus. J'ai beaucoup de blagues, hein. Je sais pas si on peut faire beaucoup Bah, d'humour dans tu ça. peux y aller, hein, Ouais, mais lâche-toi. je te sors des dossiers en plus que très peu connaissent. Mais alors mon père a travaillé dans les engrais. Donc il était à l'usine. Il a travaillé 40 ans. Il avait même une plaque d'engrais. Et la blague fait qu'un jour, ma mère me voit sortir de la maison. Je devais avoir 9 ans, je crois, avec la plaque. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la plaque de ton père? Parce que c'était les 40 ans d'usine de mon père. Je lui dis, écoute, papa était général des Anglais. Elle me dit, c'est pas possible, je comprends ce que tu me dis. Je dis, papa était général, donc je vais le montrer. Et elle me dit, mais de quoi tu me parles? Et je lui montre le tableau et c'était marqué général des engrais.
Ça a été un des plus beaux fous rires, je crois, de ma mère, qui pensait qu'il y a 8 ans, je pense, tu vois, pour te dire, j'étais déjà un rêveur, qui pensait que mon père était le général des Anglais. Donc mon père était dans la partie plutôt usine, enfin, tu vois, toute notre génération de parents, et il a travaillé 40 ans dans la même boîte. Alors, je crois que c'était de mémoire Saint-Gobain, qui existe toujours aujourd'hui. Et ma mère, comme on était 5 à la maison, elle était mère au foyer, mais au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on grandissait, elle a eu plusieurs jobs dans le domaine, on va dire, médical. Elle a pu travailler en tant qu'assistante médicale. Peux-tu me décrire Farid adolescent? Waouh. Alors, il y a eu plusieurs Farid. Il y a eu plusieurs Farid. Il y a eu le petit Farid à l'école. Alors, moi, j'ai très peu de souvenirs. Moi, je suis un mec qui est tellement sur l'avenir que je me demande si je ne supprime pas le passé au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de. Non, petit, assez turbulent, très rêveur à l'école. Je me suis fait engueuler, mais je crois 1 million de fois. J'étais le petit garçon qui faisait trop de bruit, qui parlait tout le temps au fond de la classe. Moi, j'avais envie de rire. Voilà, j'avais vraiment envie de rire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas assez, à mon avis, bon élève. Ça m'intéressait pas, sauf dans ce qui m'intéressait. Et donc j'étais très très bon, très très bon dans l'informatique. J'avais 20 sur 20. Enfin, il y avait le jour et la nuit. Sur d'autres matières, je m'en foutais. Et encore une autre blague pour t'expliquer le niveau que j'avais. J'étais très mauvais en maths, mais il y avait un concours national sur toute la France pour élire le meilleur mathématicien au collège. Et j'ai pris mon stylo et j'ai fait tout au hasard. Tout au hasard, j'ai coché. Voilà, je dis ça, je rigole avec des potes et tout. Et on nous annonce au collège que le gagnant est au collège. Donc tout le monde se dit, mais ça doit être des troisièmes. Nanana. Moi, j'étais en quatrième. Et dit, non, non, c'est un quatrième. Donc tout le monde dit, ah, ça peut être lui. C'était les meilleurs de la classe. Donc, je me rappelle encore, je vois ils arrivent avec le cadeau. C'était un stylo en or. C'était un Waterman. C'était les stylos à plumes, tu vois. Et j'arrive et je vois le prof de mathématiques qui regarde le meilleur de la classe, tu vois, qui est content, qui regarde tout le monde et tout. Et il dit Farid Arabe. Donc j'ai gagné le meilleur prix de Non, mathématiques. c'est pas Ouais. vrai. Au hasard. Mais au hasard. Et j'ai vu dans les yeux du prof, mais j'ai vu sa déception, parce qu'il savait que c'était pas possible. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais c'est pas possible, il y a. Il y a une arnaque. Vous pouvez pas relisez, ça peut pas être lui. Tu vois, parce que pour lui, c'était de la démonstration, le mec qui s'en foutait. Alors que moi, je me lève trop content. Donc, je me dis, ah bon, bah, ok, c'est moi. Tu vois, alors tout le monde me regarde dans la classe, les gens savaient, quoi. C'est pas possible. Et donc, j'ai dit, bon, j'ai avoué à mes potes que j'avais tout fait au hasard. Mais tu vois, le mektoub, quand même, des moments. Oui, oui. Donc, je rentre chez moi et je montre mon stylo à plumes. Tu vois, maman, je suis bon à l'école. C'est très fier. Ça a été un alibi pendant très longtemps. Pour rien faire. Mais après, tu as trouvé ton chemin. Oh, je sais pas, parce que. Moi, je crois. Alors, je vais pas me faire des ennemis, mais je trouve que l'école d'aujourd'hui, qui a été créée il y a 50 ans, est mauvaise. Dans la manière d'éduquer, l'éducation positive. Il y a des choses qui vont pas. De rester assis pendant 8 heures, d'apprendre des matières que tu n'aimes pas, et on t'oblige aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a retenu de l'école quand on a passé. Moi, je trouve que je serais plutôt partant de l'école le matin et le sport l'après-midi. Tu vois, mais pas se faire charger comme ça, avec un sac à dos qu'on a tous eu quand on était petit, de 20 kilos à porter, avec des matières à prendre par cœur, à recracher. Tu avais 20 sur 20 parce que tu avais de la mémoire, mais pas parce que tu étais intelligent. Donc ça rendait pas intelligent, ça rendait. Pour moi, ça a toujours été le monde du salariat. Alors que moi, je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat très, très, très tôt. Je suis rentré, je devais avoir, je pense, 13 ans. J'étais avec ma mère au marché. Et en allant au marché, je vois que les gens vendent des châtaignes. Et je dis, c'est pas possible. Tous les jours, je vais à l'école, j'en ramasse par terre. Pourquoi eux, ils les vendent? C'est des mythos. C'est pas possible. Ils sont gratuits. Donc, je me dis, moi aussi, je vais aller vendre des châtaignes. Donc, je pars au parc des Chartreux, le petit parc de Piqueville. Et tu vas comprendre pourquoi je suis dans le monde des startups. Je pense que ça vient de là aujourd'hui. Et je vois les châtaignes partout par terre. Mais je me dis, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Je comprends pourquoi ils les vendent. Il faut ouvrir les trucs, il faut enlever les châtaignes. Mais je me dis, il manque un truc. Il faudrait que j'accélère la production de châtaignes. Et je vois, alors toujours la même chose, un petit coup de vent. Et je me dis, tiens, mais elle tombe avec le vent, les châtaignes. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un drap chez moi. Je le mets au sol et je monte dans l'arbre. Et je secoue. Secoue. Et donc, il y a 20-30 kilos de châtaignes qui tombent. J'appelle mes petits frères, déjà la main d'œuvre. J'étais déjà dans le domaine du capitalisme, mauvais capitalisme. Ils prennent avec moi, je les mets dans la baignoire. Et toutes les châtaignes pourries remontent. Je les jette, je vais prendre de l'huile d'olive et je les fais briller. Je pars le mercredi, c'était le mercredi, le dimanche, le marché. J'arrive,
et j'avais pris une boîte de conserve que j'avais découpée et que j'avais pesée dans les balances pour, tu sais, que ça pèse 1 kilo, quoi. Je me dis, voilà, moi je suis sûr, parce que j'ai pas de balance, au moins ma boîte de conserve, elle fait toujours c'est une demi-livre ou une livre, tu vois. J'arrive et il y a le placier qui arrive et qui voit un gamin qui a pris une place. 13 ans, je suis même pas majeur, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, moi je vends des châtaignes, tu sais, bah, comme les mecs d'à côté, sauf que moi je les ai vendus moins cher. Et donc le mec me dit, bah lève-toi, et commence à moi. Et là il y a une vieille dame qui commence à lui taper dessus avec le parapluie en disant, mais non, au lieu qu'il fasse des bêtises, laissez-le, il vend des châtaignes. Et il m'a laissé. Mais il m'a laissé des mois. Et donc moi, alors c'est marrant, mais j'ai déjà appris le business, je lui donnais 1 kilo de châtaignes à chaque fois. Parce que je sais, Rétrocom. toujours ma parole, c'est vrai. Il disait rien. Et il m'a laissé. Et j'ai fait ça, mais je gagnais 150 euros par mois. Enfin, à l'époque, c'était en France, c'était énorme, quoi. Énorme, énorme. Et donc, ça m'a appris la scalabilité parce que je me suis dit, l'outil de production, il suffit de le bouger pour que ça tombe. J'ai pris mes petits frères en tant que salarié, j'ai négocié, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé l'entrepreneuriat, assez jeune. Et qu'est-ce qu'on apprend finalement en vendant des châtaignes à l'âge de 13 ans qu'on n'apprend pas du tout à l'école? Bah, si tu veux, bah déjà d'aller créer son propre job, quelque part, de saisir une opportunité, de voir que l'outil de production, par exemple, pour moi, c'était de dire, mais attends, elles sont gratuites, il suffit que je les ramène, donc j'ai du transport. Mais de toute façon, comme tout, hein, les mangues, les machins, là, j'avais trouvé un endroit où les ressources étaient gratuites et je pouvais faire une plus-value. Non, je pense que, je sais pas si ça a changé mon comportement parce que je suis pas tout de suite devenu entrepreneur après, mais je pense que la négociation, le commerce, ça m'a intéressé. Et après, parce que tu veux, à l'école, ce qui m'emmerdait, c'était de rester assis et d'être en top-down ou d'avoir une info. Et tu sais, l'école un peu aujourd'hui a un peu changé où tu es quand même dans plus d'interaction. Mhm. Mais notre école à nous, c'était à l'époque, c'était vraiment quelque chose où tu t'apprenais, on te mettait presque un coup de marteau pour que ça rentre à l'intérieur. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, ce qui s'est passé, non, j'étais au collège et au collège est arrivé un truc formidable pour moi scolairement, c'est que on a ramené les premiers ordinateurs. On ramène une machine et donc on dit bah vous allez taper dessus et tout. Donc toi tu es là, tu as toujours eu toute ta vie des cahiers et des livres et là on te ramène une machine avec un clavier et ça s'appelait les TO5 et les MO7 et donc je vois ça et le prof était pas bête parce qu'il nous avait fait commencer à faire jouer aux jeux vidéo. Donc on mettait tu sais droite et gauche et c'était une voiture qui devait esquiver. Et là se retrouve le truc fabuleux, c'est que le jeu crash. Et là je vois des lettres et je comprends pas. Moi je jouais à un jeu. Donc je lève la main, je me dis ah oui mais ça c'est le code. Et je dis mais c'est quoi le code? Et il t'explique que le jeu est fait par un langage et que tu peux créer ton propre jeu. Et alors là, boum, dans ma tête, je me dis c'est génial, je pourrais inventer, rajouter et tout. Et donc c'est là où on a commencé à apprendre le Cubasic à l'école. Et donc je commence à changer et je trouve le moyen de faire un jeu vidéo où il n'y a pas de cailloux, donc de manière illimitée, pour gagner le plus de scores possible. Et j'éteins l'écran, je te jure, j'éteins l'écran, je me barre. Et donc, le score monte, 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 monte. On part en pause, on revient 1 heure et demie après. Tout le monde regarde les scores. Ils avaient 30, 50. Moi, j'avais 1 million. Il dit, mais comment t'as fait? C'est pas possible. Parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment joué. Je dis, non, j'avais pas joué. J'avais juste enlevé les obstacles. Eux, ils rajoutaient les obstacles. Je me dis, non, moi, mon but, c'est d'arriver au meilleur score. Et donc, j'avais enlevé les obstacles. Et donc, l'informatique est rentrée comme ça. Et à un moment donné, on me dit, tu veux aller en seconde générale ou en BEP? Et en France, c'est très mal vu le BEP. C'est un truc, tu sais, les bacs pro et ainsi de suite. Et j'ai dit, mais il y a quoi en BEP? Et je dis, moi, je m'en fous. Je veux faire de l'informatique. Partout où vous m'enverrez, il me dit, bah, le seul endroit où tu peux faire de l'informatique, c'est en BEP compta. Parce qu'à l'époque, l'informatique, ça servait qu'à la comptabilité. Tu vois, c'est parce que c'était des ordi compta, il y avait des logiciels de base de données, donc tu pouvais pas faire autre chose presque avec un PC. Et là, je me dis, mais c'est top et tout, bah, j'y vais. Et donc, j'arrive, et alors, tu vois, là, c'est plus du tout le même étudiant, ou le même. Je devais avoir 9 ou 10 de moyenne, tu vois, jusqu'au quatrième, même troisième. Même troisième. Troisième, j'avais eu mon brevet des collèges. Et là, donc, je vais au BEP, et là, je fais que de l'informatique. Tout le temps, je fais tout le temps. Et j'ai 18 de moyenne sur toutes les matières. Je suis amoureux de tout, j'adore tout, parce qu'il n'y a plus de français, je faisais plein de fautes d'orthographe, il n'y avait plus d'histoire géo, on faisait gestion, compta, et donc ça me rappelait les châtaignes, les machins, enfin tu vois, ça s'est lié comme ça, où moi je vendais des châtaignes et ainsi de suite, et là je me suis retrouvé à apprendre ce que j'avais fait un petit peu avant quand j'étais plus jeune. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais c'est... Et en plus, je suis tombé sur une prof, Madame Debras, je me rappelle, celle qui change un peu ta life, et qui me dit, écoutez, moi je m'en fous d'où vous venez, moi je vous fais 2 ans d'expertise comptable. Et je vous apprends comme je le fais avec les professionnels. Et donc c'était génial, on a eu 2 ans et tout était par cœur. C'était ouf.
le plan comptable. Chaque cours, on avait un contrôle. Chaque cours. Et donc, on apprenait par cœur, on était sûr d'être bon, machin et tout. Et après, elle nous apprenait pourquoi par cœur? Parce qu'elle voulait pas qu'on ouvre le plan comptable quand on faisait. Elle me dit, vous allez perdre énormément de temps. Le plan comptable sert à savoir quel compte tu mets si tu as une charge ou une vente. Et elle dit, ça, vous devez le connaître par cœur. C'est comme la calculatrice en mathématiques. Si vous commencez à réfléchir mentalement à 7 x 5, vous allez perdre du temps. Là, vous devez avoir des automatismes. Et j'ai eu des super notes de folie. Ça a été 2 ans super. C'était un BEP pro. Donc je me suis retrouvé très loin de chez moi dans le sens où c'était pas à côté. Et donc il y avait ni café, ni resto, il y avait rien. C'était vraiment, tu sais, on t'avait mis dans une sorte de no man's land. Et je devais prendre un bus pour y aller, un bus. Il n'y avait pas de métro à Rouen à l'époque. C'était chiant le matin. Et c'était à l'époque où en France, il y avait beaucoup de brouillard, en nord de la France, en Normandie. Et donc tu pouvais te perdre, machin et tout. Et en tout cas, ce qui était cool, c'est que comme il n'y avait rien, j'ai fait que des cours. Parce que tu pouvais pas sortir, tu sais, quand tu es au collège ou au lycée, tu sors, tu vas boire au lycée surtout, tu vas aller boire un café, tu discutes avec les amis. Là, comme il n'y avait rien autour, il fallait prendre 20 minutes, une demi-heure pour prendre mes cafés, on est resté au lycée. Et donc ça nous a permis, et un jour, je me rappelle, alors je te sors toutes les petites anecdotes que les gens ne connaissent pas, comme ça me fera une autobiographie. C'est que le jour du. Je sais pas si c'est pas le bac, non, c'est pas le bac, parce que c'était le BEP. Le dernier examen en informatique, les imprimantes tombent en panne. Et alors, même pas, juste avant. C'est ça un peu la différence. L'un des meilleurs jours de ma vie quand j'étais gamin, ça parlera aux informaticiens surtout, c'est que l'avènement de MS-DOS. C'est la première fois qu'on a DOS et qu'il y avait DOS 6.22. C'était un logiciel et à l'époque, tu l'avais sur disquette. Et tu sais, il fallait avoir 24 disquettes. Si on avait une seule qui était vérolée, tu pouvais pas installer. Et j'ai un ami, il m'a dit, j'ai les vannes de farine. Tu peux venir à la maison, je te les prête, tu peux faire une copie. Donc je pars chez lui tout content et tout, et je reviens chez moi. Parce qu'à l'époque, j'avais... Ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais ça coûtait très cher d'avoir un ordinateur. Alors j'allais au Carrefour à côté. Et au Carrefour d'à côté, ils avaient mis des PC. Accès à tout le monde. Et moi, ce que je faisais, c'est que je jouais aux jeux vidéo et je me rappelais d'IDOS. Et donc, tu sais, de temps en temps, le week-end, je venais là-bas et je tapais j'apprenais quand j'avais pas d'ordinateur à la maison. Et donc, je formatais. Je changeais de PC et les gens pétaient un plomb. Parce qu'ils ne devaient pas comprendre pourquoi leur PC se formatait, pourquoi Windows marchait plus. Parce que je venais faire mes tests sur Carrefour et ma mère paniquait, elle me disait peut-être qu'ils se droguent ou un truc comme ça. Elle comprenait pas que je passais de 9h du matin à 21h au Carrefour. Donc elle est venue me voir et tout, elle m'a vu devant un PC, elle a dit c'est pas possible, on ne peut pas le laisser comme ça. Et elle s'est mise avec mon père à discuter avec ma tante et tout. Allez, on lui achète tous un PC à son anniversaire et j'ai eu mon premier PC à la maison. Et alors là, ça a été un truc où je suis resté 24-24 à la maison, moi qui faisais du foot, qui me baladais partout. Et là, je passais mon temps à coder. Et j'avais installé même des jeux vidéo. Le premier jeu, c'était Civilization. Et j'avais même mis mon petit frère Walid avec moi dans l'histoire. Où je dormais le jour et lui, il dormait la nuit. Et on jouait de manière intéressante. J'étais fatigué. Je le réveillais. Et je lui dis, je te donne le PC. Et lui, il jouait avec le PC. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans une jeunesse où je suis hyper entrepreneuriat et informatique. Et pour moi, l'informatique, c'est le jeu vidéo, c'est la connaissance. Et donc, je vais au lycée. Au lycée, je repars sur la partie générique parce que je comprends en France qu'on est dans un pays de nobles et que les diplômes sont des titres de noblesse. Et que si tu n'as pas les bons titres de noblesse, tu ne peux pas accéder, c'est un peu, comment on appelle ça, d'Artagnan, là, tu sais, quand ils ont leur lettre de recommandation, je me dis, ok, je comprends, là je commence un peu à évoluer, comprendre dans le monde dans lequel je suis, je me dis, ok, super c'est ce que je fais, mais on me fait comprendre à chaque fois que je dis que je suis en BEP, que je suis tu vois, une sous-personne parce que je suis pas en général et que pro machin, il y a des sous-métiers en France. Et je me dis, il faut faire attention parce que j'aimais pas les points non-retour. Je me suis dit, ça peut être un point non-retour parce que dès que tu pars en bac pro, tu peux pas faire la fac après. Alors qu'en bac, tu peux faire la fac après, même si tu t'arrêtes. Et donc, je décide de deuxième année de cartonner pour avoir des super notes. Donc, j'ai des super notes et tout. Donc, j'arrive en première d'adaptation. Et là, en première d'adaptation, tu récupères les matières que tu n'avais pas. Donc, histoire géo, français, ainsi de suite, qu'on avait quasiment moins en BEP. Ça a été 2 années un peu plus difficiles parce qu'il fallait que je récupère tout mon retard sur la biologie, des trucs que j'avais pas du tout fait. Et donc, j'avais mon bac, je passe mon bac et là, j'ai 11, je crois. Moi, j'ai toujours été, tu vois, du moindre effort. Je pense Pile poil. Ouais, mais la fainéantise, en informatique, c'est ce qui marche le mieux parce que
Ça te permet d'automatiser Oui. ce que tu as envie de faire. Et donc, je fais pas la promotion de la fainéantise. Et après, je suis revenu, j'ai fait un doc d'éco. Ok. Et donc, j'ai fait économie. Toujours, tu sais, le côté un peu entrepreneurial, d'être toujours relié un peu au business. Et là, j'ai passé des années super sur la microéconomie, la macroéconomie. C'est marrant parce que c'est pour moi qui n'étais pas du tout voué à faire des hautes études. Je touchais des choses qui étaient super intéressantes. Et je me suis dit, mais c'est fou à quel point je peux m'intéresser. Et je lisais à la maison des bouquins. Mais j'ai avalé, je sais pas, une tonne de bouquins sur l'histoire de l'économie, sur les révolutions industrielles et ainsi de suite. Et je me dis, mais tu vois, celle-là qui est intéressant, c'est que l'école, elle est tellement standardisée qu'elle n'offre pas de personnalisation de cours, qui fait que si tu n'es pas dans ta thématique, finalement, tu te retrouves à subir les cours et pas l'aimer. Et là, j'avais compris que c'était l'économie qui m'intéressait. Donc, une fois le diplôme, désolé, je te coupe, mais une Vas-y. une fois le diplôme en poche, donc tu sors de l'université de Rouen avec Un un diplôme qui sert diplôme à rien, d'économisation, qu'est-ce que tu fais? mais il sert à rien. Je comprends au bout d'un moment que si je continue dans ce diplôme, enfin dans cette filière, je vais me retrouver trader. Voilà, à faire des mathématiques toute la journée, enfermé dans un bureau. Et puis moi, c'est l'informatique qui m'intéresse. Et à ce moment-là, j'ai besoin de thunes. Donc je trouve des jobs. Et je me retrouve à être vendeur dans les supermarchés. Avant, tu sais, quand tu arrives dans un supermarché, tu as les mecs qui disent non, achète ce produit-là, pas ce produit-là. Ouais. Je faisais ça. Et donc, à l'époque, je bossais pour la Fnac. J'avais trouvé des intérims. Donc, je m'arrête, je fais de l'intérim. Et je me retrouve à vendre des processeurs AMD à la place des processeurs Intel. Et je me rappelle, parce que j'étais toujours à Rouen, et les gens, je leur disais non, mais ici, c'est cher. Il y a une boutique là-bas, c'est moins cher. Et ce qui est marrant, c'est que je faisais à la Fnac. Et tous les gens qui faisaient ça, ils achetaient à la Fnac. Ils partaient pas. Ils étaient. Je touchais j'avais presque trouvé un truc commercial. C'est que les gens disaient comme ça, moi je peux pas m'acheter un truc qui est ici. Et que c'est cher. Et les gens. Et donc je vendais 10 PC par jour. Et aucun vendeur ne vendait ça. Et je trouvais ça fou. Je me disais, c'est pas possible. Je disais aux gens, mais là-bas c'est moins cher. Là-bas, il y a ça, ils font ça. Nanana. T'étais pas un bon employé. Celle-ci, puisque je faisais moi qui faisais. Oui, mais malgré toi. Malgré moi, mais je faisais quand même le meilleur chiffre d'affaires. Et donc je trouvais ça dingue que les gens, par ego, voulaient pas me dire maintenant je vais acheter ici. Il me dit ouais, mais là, non, la Fnac c'est intéressant. Il me dit ok, voilà, c'est là. Et je redonnais et je me rappelle, j'avais même énervé les vendeurs parce que je faisais plus de ventes que j'étais plus jeune. Et je pense que c'était déjà le début de l'authenticité. Les gens ils voyaient un truc, moi je connaissais par cœur tous les pros. Tu sais que les mecs ils vendaient pour vendre, mais moi j'étais un passionné, je connaissais chaque marque un peu comme un passionné automobile aujourd'hui. Chaque processeur, chaque truc, je le maîtrisais. Et donc je disais mais non, là ça fait ça, si vous mettez ça, là c'est un entonnoir. Donc j'expliquais très bien aux gens, j'avais un bon côté pédagogue. Et donc finalement, Et de là, où est-ce et que de c'est là, parti? alors, l'histoire part en vrille. Et là, j'ai ma belle-sœur, Sophie, qui me dit écoute, tu devrais aller sur Paris. Qui me dit à Rouen, c'est petit, là, tu as fini tes études. Et moi, j'ai mon mec qui cherche un coloc. Je me dis ouais, Paris. Et c'est marrant parce que dans ma tête, Paris, c'est monstrueux. C'est grand, je connais pas. Ça te bouffe. Ouais, à part, je crois même, à part avoir fait quelques petites virées avec des potes en voiture, j'avais pas été très loin dans ma life, tu vois, à ce moment-là, à part le bled, quoi, l'Algérie pour les vacances, comme dans la musique de 113, tu sais, avec la voiture et tout. Mais à part ça, j'étais pas du tout un grand voyageur, quoi. Et même ma sœur, ma grande sœur Linda, qui était en équipe de France de hand et tout, elle voyageait tout le temps et tout. Pour moi, c'était elle la voyageuse. Moi, bouger, et je me dis, ouais, pourquoi pas. Et donc, j'avais un peu de thunes sur moi. J'ai dit, bon, écoute, je vais faire un tour, au moins, je vais passer quelques jours. Donc j'arrive à Paris, le métro, le truc. C'est marrant aujourd'hui parce que de refaire l'introspection, de me dire oh là, qu'est-ce que je vais faire là-bas et tout. Donc j'arrive chez mon pote Omar et Amar Boumadi, je me rappelle encore. Et il me dit écoute, t'inquiète pas. Et c'était un appartement, ça devait faire 5 mètres carrés, je crois, avec les toilettes, la salle de bain dedans. Je dormais presque debout, quoi. C'était vraiment le truc. Et c'était dans le 93. C'était près de la plaine Saint-Denis. Donc imagine, je venais d'un quartier pour revenir dans un pire qu'un autre. J'appelais ça Jurassic Park à l'époque. Parce qu'en bas, tu valais même pas descendre. Et donc là, je me dis, au fait, j'avais une boîte qui m'avait aidé à faire, tu sais, mes business dans les supermarchés. Ils ont une filière à Paris. Et donc je me retrouve à refaire la même chose à Paris, dans les centres commerciaux, à vendre des trucs, les imprimantes avec les goodies et tout. Et puis un pote, il me dit, mais non, mais tu devrais essayer des intérims.
Ça marche bien en informatique et tout. Donc, je vais à Randstad. Et je me dis, voilà, bonjour, je suis informaticien. Et puis, tu vois, ils voient les diplômes, ils ne comprennent pas. Ils disent, non, mais vous êtes économiste. J'avais aucun diplôme d'informatique. Ils me disent, la seule chose qu'on peut vous donner, c'est de fibrer. Vous allez mettre des câbles dans les bâtiments. Bon, ok, je m'en fous. Donc, je signe et tout. Je fais de l'intérim. Et je me retrouve à déménager des sièges. Tu sais, d'un siège à un autre. Il faut enlever les PC et remettre un PC. Donc, je fais de la manutention et je mets les câbles. Et puis, au fur et à mesure, les mecs, ils voient que je suis capable d'installer les PC, de les configurer. Ils me disent, ah, mais c'est cool ce que tu peux faire. Tiens, on va demander à l'intérim de te changer de poste et tu vas, toi, au lieu de faire les câbles, parce qu'on en a plein, tu vas installer les postes. Et puis, au bout d'un moment, je fais de plus en plus ça. Puis, Randstad me dit, tiens, il y a peut-être un job, tu peux regarder si tu veux. C'est dans l'Est de la France, à Nancy. Je dis, putain, j'ai jamais déménagé, jamais vécu ailleurs, tu vois, avec la petite queville, machin et tout. Et là, j'étais à Seine-Saint-Denis. Je dis, ok, tout. J'arrive à l'entretien et l'entretien est lunaire. Le mec arrive, il me regarde et il voit mon CV. Il me dit, je suis désolé, vous êtes trompé ici, on cherche des informaticiens. Mais lui, il était vraiment dur. Je dis, ouais, c'est pour ça que je suis là. Il me dit, écoutez, j'ai pas le temps. Il me dit, il y a un mec, déjà, c'est un boulanger, il est venu. Il m'a dit, il dit, là, j'ai un économiste. Il m'a dit, écoutez, moi, je suis là. Déjà dans la galère, on vient de virer IBM à l'époque. Il m'a dit, non, c'était pour bosser pour les RTE. C'était l'époque où EDF se divisait en distributeurs et ainsi de suite. Et il me dit, non, on est en retard et tout, il nous faut des gens bien. Je dis, ah, mais je suis informaticien, je suis informaticien. Et le mec, je l'ai tellement fait chier. Il s'est dit, écoute, toi, je vais te la mettre à l'envers. Il me pose une question technique. Et j'allais 10 fois plus loin dans le détail. Je dis, oh. Il m'a reposé 10 fois une question. Mais il m'a posé, je sais pas, peut-être une centaine de questions pendant une demi-heure. Et là, il essayait de trouver une faille. Et plus il me posait de questions, plus j'allais dans le détail de la question. Et je répondais. Il ne pouvait pas se dire que c'était du hasard. Parce que je répondais même quasiment les commandes à taper avec, tu sais, toutes les expressions et les paramètres différents. Donc, il comprenait que j'étais informaticien, mais il ne comprenait pas pourquoi j'avais pas les diplômes. Donc, c'était très dur pour lui parce que ce que je disais, c'était vrai, mais il a compris au bout d'un moment. Et tout de suite, il était dans la merde, il n'avait pas de personne. Il me dit, bon, bah écoutez, il prend, je me rappelle, c'était un cahier, c'était même pas des PC, c'est un cahier. Et il tourne son cahier comme ça. Et il me dit, bon, quel poste vous voulez? Et moi, je regarde, je fais, bon, architecte poste. Parce qu'il y avait architecte serveur, mais je me dis, je vais pas jouer le héros. Déjà, ça, c'est bien. Et c'était mon premier CDD. Et il m'envoie à Nancy. Et ça a duré 6 mois. Et finalement, on a récupéré le retard, même d'IBM. Et donc, ça a été extraordinaire et j'ai viré personne. J'étais super content. Et même le mec avec 55 ans qui ne pouvait pas bouger, je l'ai mis en hotline. Puis toi, tu réponds au téléphone, tu ne bouges pas toute la journée. Je ne pouvais pas virer quelqu'un. Et de là, où est-ce que je suis parti. Je suis revenu à Paris et j'ai eu mon premier CDI. Parce qu'à Paris, pour avoir un appartement, ça c'est la galère quand même. Il faut avoir un CDI. Il faut avoir un CDI. Et donc là, j'ai un CDI c'était la boîte qui s'appelait Hayes et je me retrouve à bosser pour Ciblex, qui était Géodis, si tu veux, maintenant aujourd'hui, un transport. Un transport. Et donc je me retrouve dans une nouvelle boîte, mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai un boulot, j'ai un job dans l'informatique et j'ai mon CDI qui arrive et je suis sur Paris. Et c'est à Ivry-sur-Seine, dans le 94. Donc je redéménage et je reprends un appartement dans le sud et j'ai la première fois mon appartement et je vis seul dedans. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je rencontre un ami de Rouen et il est avec un mec qui s'appelle Bouziane et il me dit, et c'est un des mecs qui a créé la carte bleue. Ils ne sont pas beaucoup dans l'équipe de Moreno, tu vois. Et il crée la carte bleue et il me dit, tiens Farid, en fait toi t'es informaticien. Je dis ouais. Il me dit, est-ce que tu sais faire des sites web? Je dis ouais. C'était dans les années, je sais plus, peut-être 2002, 2003. Je dis ouais, je sais faire des sites web et tout. Et il me dit, écoute, tu veux pas nous aider? Nous on a monté une boîte de monétique. Donc ils vendaient les lecteurs de carte bleue. C'est tout ce qui était TPE. Et je lui dis ok. Et il me dit, il nous faut un site web pour montrer. Mais je lui dis, mais comment vous faites pour vendre aujourd'hui? Bah, il me dit, on tape chez les restaurants et on vend le TPE. J'ai dit, mais vous les dérangez les gens? Et moi, je lui fais comprendre qu'il faut vraiment axer 100% de sa com sur le web. Parce que de toute façon, les gens, le soir, ils rentraient chez eux, ils regardaient les produits. Mais si tu arrives et que le mec, il est en plein dans un bar, un restaurant, il est en train de faire à manger, tu peux pas vendre. Et donc, c'est la première fois que je rentre dans l'actionnaire avec quelqu'un. Il m'a dit, ok, bah, écoute, on te file 5% de la boîte. Et tu nous aides à monter la boîte. Et donc, j'arrive et on monte la boîte ensemble. Ça s'appelait Espace Monétique. Et donc, je commence à avoir mon job. Et ma première boîte. C'est là où l'entrepreneuriat finalement rentre quand tu as quitté le marché avec les châtaignes. Et donc ça revient. Et donc là, je repars dedans avec les bilans. Et là, c'est autre chose parce que je fais attention parce que c'est juridique. Tu es actionnaire, si ça descend, choisis le bon statut juridique. Je savais Puis en plus, moi, j'avais fait les études. Donc maintenant, je savais ce que c'était une SARL, une SA et ainsi de suite. Et au début, j'avais vu que j'étais pas non plus très bon sur les accords. Donc j'ai renégocié avec eux pour être certain de toucher les dividendes, les machins, ainsi de suite. Donc on s'était mis d'accord. Et donc là, commence ma double vie qui a toujours duré presque, peut-être pas maintenant, mais maintenant je suis qu'entrepreneur où j'ai toujours été salarié avec une boîte à côté. Et là, ce qui se passe, c'est que Espace Monétique arrive,
Donc, on me forme au lecteur de carte bleue, à la monétique. Et puis, on me dit, il faut faire un site web. Bon, je commence à faire un site web. Et au même moment, donc moi, j'étais salarié de ma boîte à côté, où je faisais l'informaticien. Et tu sais, on m'appelait, on me disait, je suis en panne. Donc, je me déplaçais, j'arrivais sur un poste, je remplaçais son poste. Je faisais, voilà, madame, vous n'avez pas mis le câble réseau, vous l'avez débranché, c'est pour ça que vous n'avez plus Internet. Ah, d'accord. Donc, je faisais ce qu'on appelle du helpdesk. Aujourd'hui, si je comprends bien, tu as créé une structure qui s'appelle Founder Family. Exactement. Qu'est-ce que la Founder Family? Alors, je termine là-dessus et je vais rebondir sur la Founder Family. C'est là où j'arrive dans mon cursus. C'est que donc, je suis salarié CDI. Et il y a un moment donné où donc je fais des sites web et je fais du référencement. Et je quitte mon boulot de là où je suis parce que je rejoins une asso en 2007, qui est une très grosse asso encore aujourd'hui, qui s'appelle le SEO Camp. Parce que j'ai fait tellement, tu te rappelles, j'ai fait le site web pour mon pote qui était en monétique. Et là, dans mon job, on me dit tu vas passer à un nouveau job et tu vas devenir responsable EDI. Et que je ne connaissais pas ce que c'est. Donc j'ai appris ce que c'était. Et je crée un premier site web qui parle d'EDI en France. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui m'ont rejoint. Donc et je comprends en France qu'il y a un vide juridique. C'est que tu peux déposer en nom de domaine une norme. Et bien comme elle ne peut pas être déposée légalement, personne ne peut te la retirer. Et donc je décide de créer une centaine de sites web. Et donc, je commence à faire des sites web dans tout le domaine des normes. Et là, je fais du référencement et j'apprends le SEO. Et c'est là où je rejoins la techno avec le leadership. C'est qu'au bout d'un moment, je fais tellement de sites web qu'un mec m'appelle et me dit, écoute, nous, on voudrait te recruter. Parce qu'on t'a vu faire des conférences sur le SEO, c'est mes premières conférences. On voudrait que tu deviennes directeur conseil chez Première Position. Donc, je deviens directeur conseil. Et à un moment donné, l'asso me dit, Farid, on faisait quasiment 60 événements par an. On peut faire un événement en francophonie. Je lui dis, mais écoutez, moi, je suis franco-algérien. Si vous voulez, je peux faire un événement en Algérie en 2011. Et il me dit, bah pourquoi pas et tout, vas-y. Donc, je fais un petit événement. Et je vois qu'il y a énormément d'engouement en Algérie. Je reviens en France et je me dis, c'est fou, parce qu'il y a un mec qui me titille sur mon blog et qui dit, jusqu'à quand, nous, les Africains, allons suivre les conférences à travers les commentaires des blogs des gens. Parce que le mec n'avait pas de visa, il ne pouvait pas venir en Europe. Et il m'avait interpellé en me disant, bah, écoute, mec, crée des événements en Algérie. Restez pas en France. Tu vois, vous avez un droit de retour, entre parenthèses, faites des choses et faites-les en Algérie. Et moi, j'ai tout mon côté qui remonte, le lycée, tu sais, en moi, en me disant, mais c'est vrai, c'est pas possible, je peux pas rester à faire mes trucs moi-même et les gens au bord de la route. Et je pense que c'est ça, tu sais, quand tu as une vie, c'est que tu es la somme de tes expériences. Mais tu as des expériences qui est aussi plus forte que d'autres et plus sociale que d'autres. Et donc, pour pas te trahir toi-même quelque part, plus tu avances dans le temps, plus il y a des choses que tu aimes faire, plus il y a des choses que tu sanctuarises. Par exemple, aider les enfants, aider les machins. Tu vois, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais fait ça. Moi, étant aussi musulman, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai aussi des devoirs en tant que musulman pour faire des choses. Et je me dis, bon, allez, faut que je fasse quelque chose, tu vois, là-bas. J'arrive, je trouve, et c'était le balbutiement au début en Algérie des premiers barcamps. C'est les premiers événements. Moi, j'étais la diaspora. Donc, j'étais le mec qui se connectait sur Skype et tu as tout l'écosystème algérien qui était en train de se créer. Et j'étais le mec de la diaspora qui était dans l'écran. Il disait salut tout le monde, ça va et tout. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rapproché de l'écosystème. Et moi, je ne connaissais pas l'Algérie. C'est vrai qu'en tant que diaspora, on ne la connaît pas tant qu'on ne va pas sur place. Nous, on vit des choses là-bas en partant, en faisant nos vacances et en revenant. Et ce qui était intéressant, c'est de rencontrer finalement mes origines, l'Algérie, les Algériens d'Algérie. Parce que nous, les Algériens de France, on a continué à évoluer. Enfin, on n'a pas continué à évoluer. On est resté sur ce que nos parents ont vécu dans les années 50. Alors que l'Algérie et tous les autres pays, la Tunisie, le Maroc, ont continué à vivre, eux, et à évoluer. Mais nous, dans nos mentalités, on est resté sur la mentalité de nos parents qui sont revenus en France, mais qui ont gardé la mentalité des années 50 en Algérie. Donc on a une forme de coupure un peu. De coupure, il y a une diaspora, il y a quelque chose qui n'est pas la même chose. Tu as une forme de fantasme, d'idéal de l'Algérie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand tu arrives sur place, eux, ils ont évolué. C'est nous qui finalement... Et tu te prends une claque un peu. Ouais, et c'est nous qui sommes restés, tu vois, à ce niveau-là en France, parce que nos parents nous ont éduqués sur ça. Et que quand tu vas là-bas, Et donc, je me retrouve avec un écosystème qui est le début. Il y a les premiers incubateurs. Tu vois, en 2011, 2010, c'était le Cyberpark. Et là, je décide de faire un événement. Mais pour faire un événement, il faut une communauté. Tu vois. Et moi, je m'en rappelle parce que quand j'ai fait mon lycée, quand j'ai commencé à devenir un peu gréviste et un syndicaliste, entre parenthèses, et ainsi de suite, il fallait une équipe, ce qu'on appelle une core team. C'est une équipe de généraux autour de toi
qui vont mettre en place et qui vont t'aider à mettre en place une stratégie, à l'implémenter et ainsi de suite. Et on me dit, écoute, il y a un mec qui s'appelle Mehdi, qui est un fou un peu comme toi, qui aime bien faire des événements, un truc, il est dans tel endroit et tout, je le rencontre et je lui dis, viens, on fait un truc ensemble. Et il me dit, t'as déjà organisé un événement? Je lui dis, en France, j'ai fait des petits événements, mais là, il faudrait faire un grand truc pour l'Algérie. Et on décide, on prend une feuille Excel et on voit. Et on écrit 120 conférences. Et il me dit, mais il faut des gens pour le remplacer. Je lui dis, c'est pas grave, on mettra une casquette, on changera, on mettra des moustaches. On fera quoi, tu vois. Et il rigole et il me dit, bon, il faut quand même qu'on trouve du monde et tout. Là. Et puis finalement, c'est là où le début commence à se mettre en place. C'est que moi, j'avais tout mon réseau en France, mais de la diaspora. Des potes que j'avais, ainsi de suite, et des gens même qui étaient en France, qui étaient français et tout. Et je lui dis, mais moi, j'ai une ressource dans le domaine du SEO. Parce qu'avec mon asso, on fait 50 événements par an, donc eux-mêmes peuvent peut-être connaître. Et j'appelle une amie qui était Fadila Brahimi, qui était aussi de la diaspora algérienne, qui faisait énormément de choses dans le domaine du personal branding et ainsi de suite. Et il me dit, OK, vas-y, mais il nous faut du financement. Donc, on dépose un dossier au niveau du ministère en Algérie pour pouvoir avoir les premiers retours du ministère. Et ils nous disent non. Mais il me dit, t'as envoyé quoi et tout. Moi, comme je connaissais rien, j'avais envoyé juste un fichier Excel. Il me dit, mais non, il faut faire un dossier de presse, un dossier de sponsoring et tout. Et on contacte quelqu'un, Faisal, d'Algérie Télécom, qui nous aide à monter le dossier et tout. On présente ça au ministre. Et le ministre me dit, Farid, on est un pays de pétrole. Ça sert à rien de faire un événement comme ça, du numérique, ça sert à rien. Et il me dit, si vous voulez, faites une demi-journée. Et je me rappelle de la phrase, je sais pas d'où c'est venu cette phrase-là. Je lui dis, monsieur le ministre, je lui dis, si je vous avais envoyé un dossier d'une demi-journée, est-ce que vous m'auriez reçu aujourd'hui? Il m'a dit non. Je dis, bah voilà, vous m'avez reçu parce que je vous ai dit qu'on allait faire 120 conférences et que ça allait être un gros. J'ai dit, les gros événements apportent des grandes personnes. Il me dit, allez-y, on y va, ensemble. Et on fait l'événement. Et on a eu 6000 personnes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu 1 an pour faire l'événement. Mais pour faire l'événement, il a fallu une core team. Et donc, à chaque rencontre, à chaque personne que je rencontrais, je faisais ce qu'on appelait le coup du patriote. C'est que je disais aux gens, c'est pas possible, on est en Algérie, on n'a pas de moyens, mais on a de l'honneur, viens nous aider. Mais non, moi je suis imprimeur et tout, je peux pas te donner ça gratuit. Je dis si, tu peux. Si, parce qu'on n'a jamais fait d'événement numérique en Algérie, tu peux nous aider. Et donc, je prends 1 an à recruter des gens qui sont des imprimeurs, plein de gens. C'est beaucoup de bootstrapping finalement. Ouais, y a pas complètement. Et chacun prend un morceau. L'autre, il prend les impressions, l'autre, il prend les t-shirts. Et moi, j'avais eu l'idée aussi ingénieuse, alors, je ne sais pas où je l'ai eu, mais de me dire que si je fais un événement créé par Farid, les gens ne viendraient pas. Mais je savais qu'à l'époque, il y avait les premières licences. Je ne sais pas si tu connais les Startup Weekend, les hackathons. J'appelle Startup Weekend qu'aux États-Unis. Je dis, bah, moi, je peux vous représenter en Algérie. Lundi. Mardi, je appelle aussi au camp. Je dis, bah non, mardi, c'était Joomla. J'appelle Joomla, qui était le concurrent de WordPress. Je dis, moi, si vous voulez, je peux faire un événement en Afrique. Parce que vous n'en avez jamais fait. On le fera en Algérie. Est-ce que ça vous intéresse? Il me dit, ouais, bah, why not? Parce que c'était l'époque de l'open source, où les gens partageaient des softwares et tout. Et ils étaient intéressés par dire, nous, on l'a fait là, on l'a fait là, on l'a fait là. Et je dis, bah, moi, je vous apporte l'Afrique. Je vous apporte l'Algérie. Oh, super. Et donc, chaque jour, j'avais une licence internationale. Et les mecs faisaient le relais dans leur communauté. En disant, bah, tel jour, en Algérie, il y a ça, tel jour. Et donc, on était le seul pays au monde, je crois que je n'ai pas vu d'autres pays faire ça aujourd'hui, avoir chaque jour une licence de logiciel. Tu vois, et qui faisait un événement avec des communautés. Donc, chaque jour, ce n'était pas la même communauté. Le premier jour, c'était les gens qui aimaient tout ce qui était lié au mobile. Le deuxième jour, c'était les gens qui faisaient des sites web. Le troisième jour, c'était les gens qui faisaient du référencement. Mais on avait mélangé tous ces gens-là. C'était le premier événement qui était transversal, qui n'était pas en silo. Donc, tu avais les journalistes, tu avais des qui venaient pour la création de contenu avec des avocats, mais qui croisaient dans le couloir des informaticiens qui faisaient le site web. Et donc, ça a été, si tu veux, une sorte d'événement hyper fondateur qui a été le début de la création de l'écosystème en Algérie, parce que les gens qui étaient dans différents domaines se croisaient et discutaient et voulaient monter une boîte ensemble. Aujourd'hui, donc, la Founder Family est, si je dis pas de bêtises, sur 32 pays. Ouais, africains. Il y a 244 fondateurs soutenus. Sur les gens qui ont créé des boîtes, oui. Oui. Et une influence sur 65 écosystèmes de startups. Ouais. Donc, c'est un peu une belle aventure, hein, donc, qui t'a amené un peu au... Ah, totalement, parce qu'elle a grandi malgré nous. Dans le sens, quand j'ai fait ce premier événement-là, c'est toujours les jeunes qui sont venus me voir en me disant hey, est-ce que tu veux le faire dans ma ville? Mais je lui dis, mais alors moi, je ne connaissais pas à l'époque l'Algérie. Et il me dit Tlemcen. Et je ne savais pas qu'à l'époque, Tlemcen était hyper... c'était là où il y avait même le pouvoir économique, enfin le pouvoir plutôt politique. C'est une ville qui était à 800 bornes d'Alger. Et ben, je lui dis, écoute, si tu veux, pour moi, c'était la campagne. On va faire ton événement dessus. Et
je crois que c'est ça qui a tout déclenché pour l'AFF. C'est que j'ai compris que souvent les jeunes étudiants, c'était l'unité la plus démocratique au monde. Parce que comme il restait 1 an, et l'année d'après, son asso, il ne pouvait plus être dans la même asso. Parce que tu sais, tu changes de classe. Et donc, ce qui se passait, c'est que dès que les mecs changeaient tous les 2-3 ans de classe, enfin de rang à la fac, il était en 2, plus 1, plus 2, ils n'étaient pas dans les mêmes assos. Et donc, il y avait un nouveau directeur. Et donc, c'était démocratique. Et ce qui était intéressant, c'est de dire qu'il n'y avait pas de prise de pouvoir dans les assos. Et moi, dès que je faisais un événement, je mettais le président du conseil du club scientifique. Alors, je l'ai vu parce que j'ai rencontré les patrons, pas les patrons, mais j'ai rencontré les gens qui avaient créé les GDG. C'est les Google Users et les MSP de Microsoft. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi ils sont si présents en Afrique, Google et Microsoft. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? J'avais trouvé ça fou. C'est qu'ils donnaient 700 € par an aux jeunes qui voulaient monter une asso en Afrique et qui faisaient 7 événements par an. Et il y en avait dans chaque lycée, dans chaque université. J'ai dit, mais je vais faire la même chose qu'eux. Je vais créer des clubs scientifiques, mais qui sont dédiés à notre thématique à nous. Et on va les soutenir. Et ça, c'était dans le cadre de la Founder Family? C'est ça. C'était le premier événement qu'il y a eu, c'était à Alger. Le deuxième qui était à Tlemcen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en concurrence les jeunes. Ils adorent la compétition. Et donc, ceux de Tlemcen ont été dire aux Constantinois, nous, on a créé ça. Les Constantinois, nous aussi, on veut le créer. Et ils appelaient la LFF. La Founder, écoutez, nous, venez nous aider aussi. On veut créer le même événement que Tlemcen et qu'Alger. Et finalement, donc, ces événements, ils mènent à quelque chose, un projet concret est-ce qu'on accompagne des entrepreneurs, on crée quelque chose, ou c'est juste pour un agitateur de créativité? C'est quoi? Il faut se rappeler, c'est que moi, je bosse, j'ai ma petite boîte, je suis à Paris et j'ai mon truc. Ça, je fais ça le week-end. Donc, je viens parce que je comprends que j'ai appris des choses et que je vis une émotion qui est dingue en Algérie, parce que ce qui se passe, ce que je dis pas, c'est qu'à ce moment-là, en 2011, je vis des choses tellement émotionnelles, tellement, c'est une émulation. Tu sais, il y a des jeunes qui viennent te dire, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie. Et ça transforme une personne. Tu sais, quand tu as plein de jeunes qui viennent te dire, ouais, merci Farid, c'est génial ce que tu as fait. On n'avait jamais fait. Par exemple, c'était des événements 24-24, ça n'existait pas en Algérie à cette époque. Même en France. C'était des hackathons, oui, c'est ça? En France, on n'avait fait que 3 hackathons. C'était le 4e qu'on a fait en France, que j'avais fait, c'était en Algérie. C'est-à-dire qu'on était quasiment au même niveau techno que la France à ce moment-là. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient fait que 3 et moi, j'avais ramené le 4e. En Tunisie, il y en avait un autre qui l'avait fait, c'était Mohamed Ouni. Et au Maroc, je crois qu'il y en avait un autre qui venait d'arriver. Donc, c'était la vague des gens qui avaient été formés. Parce que les États-Unis, quand ils ont lancé le Startup Weekend aujourd'hui, ils ont fait 1600, je crois, villes dans le monde. C'est énorme leur structure. C'est le plus gros réseau dans le monde. Ils ont été rachetés par Techstar. Ils ont fait 165 000 Startup Weekend, c'est ça? Ouais, ils ont été rachetés. C'était le premier hackathon. Après, on a appelé ça les hackathons. Mais les premiers, c'était eux. Et il y avait les 2 premiers qui avaient été à Seattle et le 3e avait été à Paris en 2009. C'est le premier qui avait été Et nous, en Algérie, on l'a fait 1 an après. Et donc c'était la core mission de Founder Family, c'était de faire des hackathons ou Non, il faut comprendre, c'est ça qui est très difficile dans ce que je vais t'expliquer, c'est qu'on était informel, on s'en tapait. Ça, c'est structurant. Nous, on n'est pas structuré, on est une bande de potes qui viennent en Algérie, qui sont de la diaspora, qui ont appris un truc qui dit hey, les mecs, ça vous intéresse qu'on fait ça ensemble? On s'en foutait. Quand tu fais de l'impact, c'est que tu es financé par des mecs. Nous, on s'en foutait. C'était ça, Algérie. On arrivait, on donnait une donnée, on donnait une connaissance à quelqu'un, qui la prenait, qui la donnait à quelqu'un. Nous, on disait aux jeunes, recopiez-nous. Allez-y. Et si tu veux, il n'y avait pas de stratégie. Okay. On a fait en marchant. On était là, il y a un mec qui disait hey, salut, moi j'habite à Annaba. Ouais, c'est où? Ah, c'est là, ouais. Venez, on fait un événement tech ensemble. On arrive. On arrivait, alors qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait de la formation, on faisait de la certification. Nous, on se disait à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Et donc, à chaque événement, on était dans une autocritique en disant, ok, bon, on a fait des trucs sur le mobile. Enfin, sur le premier événement, ça a été sur l'entrepreneuriat. Le deuxième, chaque fois, on a donné une thématique à l'événement. Et on regardait ce que faisait Constantine. On disait, tiens, on va travailler sur, par exemple, sur de l'idée à la création. Tiens, on arrivait dans une autre ville. On a fait 33 villes. Non, on a fait 38 événements dans 22 villes différentes en Algérie. Et chaque événement, c'était 3000 personnes qui venaient. Donc, ouais, c'était immense. Et si tu veux, c'était une émulation. Comme c'est la même histoire que quand j'ai fait la grève, où je ramenais dans un lycée, 3e lycée, 4e lycée, et les gens suivaient derrière, suivaient. Et donc, je me suis retrouvé à faire la même chose. Donc, par exemple, on a eu 6000 participants à Alger. Le deuxième événement, on a eu 4000. Mais il y en a 2000 qui venaient d'Alger. Le 3e événement de Constantine, on a eu 5000. Il y en a 2000 il y en a 1000 qui venaient de Tlemcen et 2000 d'Alger. Et si tu veux, les Algériens sont hyper mobiles. Et on se retrouvait avec une communauté qui grandissait de plus en plus parce que les jeunes, t'imagines, on n'avait jamais eu d'événement tech en Algérie. Et en plus, les événements qu'il y avait eu, ils étaient que à Alger.
Personne, c'est comme en France. Qui t'a dit qu'il a été faire les événements à Limoges? C'est comme si je te disais, j'ai été faire les événements à Troyes, à Limoges, j'ai été à Clermont-Ferrand. Personne ne fait ça en France. Tout est à Paris, peut-être à Marseille, à Nice. Mais moi, j'ai fait 22 villes différentes. T'imagines, c'est quasiment un tour de France, quoi. Et donc, j'étais le seul mec. Et moi, je me suis dit, en plus, ça me faisait découvrir mon pays. C'était génial. Et même les Algériens me disaient, ah, c'est top, il n'y a rien à Ouargla dans le désert. Venez, on fait un événement là-bas. On appelait l'université. Et c'était fou, on avait créé un programme qui était dingue. C'est-à-dire que le recteur prenait en charge mes billets d'avion de mon équipe. Nous, on n'était jamais payé. Ça a toujours été gratuit. Billets d'avion et logement. Il mettait en disposition les crous, donc les chambres étudiantes, pour les autres étudiants des autres universités. Tu vois. Et il y a même une histoire comme ça où un jour on était à Constantine et il y a des jeunes qui arrivent en bus et qui me disent, Farid, on a volé le bus de la fac. Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Ils voulaient pas nous le donner et nous on voulait aller à votre événement. Je dis, mais je demande à Mehdi, qui était mon asso, j'ai dit, mais comment on fait? Il me dit, on a de la place. Il me dit, il nous reste 15 t-shirts, 20 sandwichs. J'ai dit, écoutez les mecs, il n'y aura peut-être pas assez de t-shirts. On s'en fout, on veut venir. Donc ils viennent et ils gagnent l'événement. Donc ils gagnent le prix de la start-up parce que si tu veux, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un truc qui s'appelait les Web Days, qui était notre format à nous, qui était que le week-end. Comme ça, moi, ça m'empêchait pas d'être en France. J'arrivais, je faisais ça le jeudi soir. Vendredi, je prenais l'avion. Vendredi, samedi, dimanche, je faisais l'événement et je repartais. Tu vois, en France. Je crois qu'à l'époque, c'était même le week-end, jeudi, vendredi, je crois, parce que c'était le week-end, c'était vendredi. Et donc, je pouvais faire ça quand je voulais. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils repartent voir leur recteur à Blida. Et on s'est dit, ça, ils vont se faire virer de la fac et tout. Il arrive, il dit, oui, vous avez pris le bus. Parce qu'ils avaient fait croire au chauffeur de bus que le recteur avait dit oui. Alors qu'il avait dit non. Et c'était le club scientifique de l'université. Et il a dit, non, vous avez fait ça, non. Même, on a gagné le prix. Comment ça, vous avez gagné le prix? Tu sais, là-bas, il était content. Il dit, Blida a gagné. À Constantine. Et c'était une plus petite université qui avait gagné contre la plus grande d'Algérie. Donc le recteur, il voulait presque le communiquer. Mais tu vois, il était entre les mecs qui avaient volé le bus et ainsi de suite. Et finalement, il a fait l'événement. Et si tu veux, on a créé en Algérie à ce moment-là des clubs. C'était presque les premiers forums étudiants. Ça, c'est quelle année? Wow, Constantine, c'était 2012. Et quand est-ce que ça commence à prendre avec un scope africain? Alors ça, c'est très marrant. C'est un pote à moi qui me dit, écoute Farid, je vais organiser un événement au Phuket à Paris avec les émirs du monde arabe, tous les émirs. Je dis, wow, c'est chaud quand même ton truc. Et il me dit, j'ai vu que tu fais des événements dans le monde arabe. Je dis, écoute, c'est en Afrique, c'est quand même l'Algérie, c'est pas la même chose que le Moyen-Orient. Il me dit, ouais, mais tu vas venir m'aider au Phuket. Donc je pars au Phuket. Et je rencontre l'émir, un des émirs, je crois que c'était de Dubaï. Et il m'explique que sa problématique, c'est que les gens de Dubaï, les enfants, ne connaissent pas la valeur travail. Ils gèrent du patrimoine. Et lui, il voudrait insuffler en eux la valeur. Je lui dis, écoute, il y a un truc super, c'est les Startup Weekend. C'est un événement où tu joues à créer ta boîte. Et ils adorent ça. Ils disent, ah, c'est génial ça, c'est un jeu. Venez l'organiser à Dubaï. Je dis, ok. Et donc, je prépare. Ça, c'est quelle année? Ça, c'est 2015, je pense. Okay. Non, avant. 2000, je crois, 2014. Ce qui se passe, c'est que moi, j'avais toujours mon pote aux États-Unis qui était français, qui était Franck Nouriga, qui avait créé, la licence Startup Weekend Monde. Et je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresse un événement, là, vous n'avez jamais fait, c'est aux Émirats. Ah, il me dit, c'est génial, parce que je te rappelle, je les avais appelés pour l'Afrique, pour l'Algérie. Il me dit, vas-y et tout. Et il me dit, eux, ils financent. C'est eux qui financent. Il nous faut juste de votre côté un facilitateur qui vient des États-Unis, de Seattle. Il me dit, pas de souci et tout. J'appelle les mecs, je les mets en relation, tout se passe bien, tout est financé, tout est nickel, on va lancer l'événement. J'arrive à Dubaï, à l'aéroport, et je vois l'affiche, et je vois les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, tous barrés. Ah, je dis, je comprends pas. Je dis, c'est moi qui ai fait la liste, c'est moi qui ai invité ces gens-là. Il me dit, ouais, mais c'est un événement arabe. Donc on a retiré tous les Africains. Et donc ils avaient retiré tout le Maghreb. Ils les avaient carrément, pour eux, c'était pas des Arabes. Je dis, ah, d'accord. Et donc, je me dis, c'est fou parce que moi, je me retrouve comme un con devant ces gens-là, à l'avoir les invités, en leur disant qu'ils allaient recevoir leur billet d'avion et rien du tout. Et donc, je me sens, tu sais, un petit peu frustré de cette situation. On fait l'événement, c'est pas bien. Je repars à Paris, je dis, mais je peux pas rester là-dessus. Il appelle le recteur de Blida, je dis, mais vous voulez pas organiser un événement? Il me dit, oui, on veut organiser, nanana. Et ce qui est dingue à cette époque-là, c'est que les universités me financent totalement. Ils me disent, ramenez-nous les experts, parce que tu sais, comme ils ont l'habitude de recevoir les profs, eux, ils ont des budgets pour recevoir les profs, donc ils peuvent recevoir des experts. Mmh. Et là, je décide que tous les Tunisiens, les Marocains, les Algériens qui ont été refusés de Dubaï viennent à Blida faire l'événement, au moins pour qu'on les rencontre et qu'ils sont pris en charge et qu'ils font l'événement et qu'ils deviennent speakers. Et là, je rencontre Mohamed Ouni, qui est un mec extraordinaire, qui fait la même chose que moi en Tunisie, mais je ne savais pas. Il faisait des événements partout en Tunisie. Technopole de Razella, machin. C'est lui qui a créé les premiers Startup Weekend. Un mec hyper motivé. Il parle très bien l'arabe, très bien l'anglais. Un des mecs que j'ai rencontré dans ma vie, il est des plus intelligents, très très smart, très rapide, très vif.
Et je vois que j'ai quelque part un homologue comme moi en Tunisie à qui je peux faire les trucs. Et donc, je l'invite en Algérie. Et j'avais un pote qui m'envoyait plein de messages tout le temps, Bassili Yorobi, qui est aujourd'hui connu en France, mais qui n'était pas en France à l'époque, qui était en Côte d'Ivoire, et qui m'envoyait plein de messages. Il me disait, ouais, vas-y, là. Et puis je dis, bon, j'ai des budgets limités, pourquoi je me fais chier, je vais inviter ce mec-là. Il va venir en Algérie. Et il arrive en Algérie, Mohamed arrive, les Marocains aussi arrivent, il y avait Mohamed Ezouak et tout, yabiledi.com et tout, des potes qui étaient franco-marocains. Donc on se retrouve à Blidar, et c'était des moments exceptionnels parce que tu es dans des tables. Imagine, j'ai fait 33 événements, où dans chacun de mes événements, j'avais des tables à manger, où j'avais des speakers qui étaient journalistes, je sais pas, par exemple, ivoiriens, designers sénégalais, je sais pas, développeurs nigériens. Et tu avais une table comme ça de 30 personnes chaque soir pendant 5 jours. Et j'ai fait ça tous les 3 mois. C'était vraiment extraordinaire en termes de mutualisation, d'humanité. Tu avais chacun qui avait sa différence et tout. Et à un moment donné, il me dit, mais finalement, tu as super bien organisé parce que moi, j'avais tout automatisé. Mohamed me dit, mais c'est fou parce que tu as créé les sites web automatiques. Moi, j'avais créé grâce à Habib Belimoun, il m'avait créé un kit graphique en PSD. Il m'a dit, chaque pays maintenant qui veut venir, ou chaque ville, parce que comme on avait fait plein de villes, il fallait complètement industrialiser. On ne pouvait pas recréer les covers, les t-shirts à chaque fois. Donc, on avait créé tout automatisé. Donc, on avait tout automatisé sur l'Algérie, on pouvait faire ailleurs. Il fallait juste mettre le nom du pays. Donc, ça, on s'appelait les DZ Web Days. Et là, pour la Tunisie, on s'appelait les TN Web Days. Et Mohamed dit, vas-y, viens, moi je fais tes trucs. Et moi, il me dit, j'ai créé le Nawarni en Tunisie. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est une sorte de TEDx arabe. Je dis, bah, donne-nous ta licence et prends les nôtres. Et Bassili, qui était en Côte d'Ivoire, il m'a dit, moi j'ai créé le Game Camp là-bas, c'est sur le jeu vidéo. Donnez-moi vos licences. Moi, Et donc, on se retrouve dans un mode de troc qui est quand même dingue, où des mecs qui ont créé des événements me disent, tiens, ma marque, prends ma marque, moi je te donne ta marque, tu me donnes ta marque. Et comme ça, on crée un événement africain. Et donc, commencent à partir les Web Days. Et à l'époque, c'était les DZ Web Days. Donc, j'enlève le DZ. Je mets Web Days et je mets plutôt les noms des villes. Puisqu'on arrête d'être algérien, on devient tunisien, on devient ivoirien. Et au bout d'un moment, plus on invitait de speakers, les gens me disaient, hey, mais moi, je suis au Maroc, viens, on fait des trucs au Maroc. Je dis, bah, let's go, vas-y. MA devant, ça faisait MA Web Days, il y avait TN Web Days, il y avait CI Web Days, donc tu trouveras les vidéos sur Internet. Et donc, ça progresse de plus en plus parce qu'en plus, comme on avait tout le bon processus de passer par les clubs scientifiques, de passer par les universités et ainsi de suite, hop, on va se faire avoir par le bruit. Un mec qui veut pas que je finisse mon histoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que on se retrouve à grandir. Mais tu sais, c'est un mec qui m'a dit une fois, bah, c'est le fameux Sébastien Sochard que j'avais rencontré, il m'a dit, tu sais, quand il y a un truc qui marche, ça marche tout de suite. Et c'est vrai que ça a marché tout de suite. Et les pays ont pris. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu gros et chacun a commencé à choisir ses thématiques et ainsi de suite. On a laissé la liberté de faire. Et donc, la FF est née à ce moment-là vraiment parce que, et je sais même plus pourquoi, parce qu'en plus, Founder Family, ça ne voulait pas grandir grand-chose, mais je voulais à la fois garder cet esprit de famille parce que c'était vraiment d'être entretenu, enfin, d'entretenir cette relation avec les gens. Et ça a grandi. Et on s'est retrouvé à avoir ce qu'on appelle les country managers. Donc, c'est une personne qui gérait un pays et il avait des city managers qui géraient des villes. Et donc, on s'est retrouvé en Afrique, partout en Afrique, où tu avais des événements au Kenya. On avait un mec qui bossait avec nous, Jacob, qui était à Nairobi. Tu vois, et on avait des gens partout comme ça en Afrique. Et moi, comme l'Algérie soutenait forcément mes événements, je prenais ces gens en speaker, ils revenaient en Algérie et on remontait le réseau. Et donc, on a créé un réseau africain, totalement africain. Et on s'est retrouvé avec des super speakers, des super idées. Et là, commençait à arriver à une autre étape, c'est qu'au début, on faisait que de l'événementiel, qui était tout simplement, on initiait on donnait, si tu veux, les dernières technos aux gens. C'est ça qu'on faisait au début dans les Web Days. C'est qu'on arrivait, il y avait le WordPress, dès qu'il y avait une nouvelle techno, dès qu'il y avait une nouvelle communauté, on l'implémentait, on disait aux gens, vous pouvez venir à nos formations. Par exemple, on avait créé une certification de référencement, parce que le métier de référencement, ça n'existe pas, de référenceur. Et donc, on a créé une certif et on l'a fait passer aux gens en Algérie. Et il y a des gens qui ont eu cette certif et qui ont créé des agences de SEO en disant, écoutez, moi, en Algérie, je suis le seul certifié, tu vois, du réseau africain et de France sur cette thématique-là. Et donc, ils ont monté leur agence de SEO. Donc, ils ont créé du boulot. Et à tous les gens au début qui ont fait un premier, deuxième, troisième, quatrième événement, on a compris qu'on avait donné la fibre entrepreneuriale. Et donc, les mecs ont commencé à monter des boîtes. Il y a plein de gens que je rencontre encore aujourd'hui qui me disent, bah, tu sais, moi j'ai monté ma boîte là, ma boîte là. Mais comme on n'a jamais fait de suivi d'impact, parce qu'on s'en foutait, on voulait que les gens se prennent. Parce que quand tu fais un suivi d'impact, c'est pour le dire à quelqu'un d'autre. Mais non, vis ta vie. Vis ta vie. Tu vois, on n'avait pas de pensée capitaliste. Nous, ce qu'on voulait, parce que moi je viens du monde aussi un peu de l'open source, c'est comme le mec avec sa disquette, tu vois, qui va donner l'info à quelqu'un d'autre. Et moi j'ai pris sa disquette et je leur copie, je dis,
recopie, tu vois, ta disquette à toi aussi. Et donc, chacun faisait un peu ça. Et donc, on s'est retrouvés à avoir un réseau monstrueux. Et en plus, comme c'était bienveillant, par exemple, il y a un mec qui nous appelait, il nous dit ouais, les mecs, on est en galère, l'équipe, elle nous a lâchés. Mais il te faut quoi? Il me faut un designer. On appelait les mecs en Égypte en disant tu peux aider le mec du Kenya parce qu'il n'arrive pas à faire ses designs sur les web days. Et le mec l'aidait à faire les dessins. Tu vois, et donc il dit bah viens, je te ramène en tant que speaker finalement. Et donc il ramenait l'Égyptien qui allait au Kenya. Et aujourd'hui, où est-ce que ça en est finalement, Founder Alors Family? ça a grandi. On a mis là on est en 2023. On a 2024 pardon, c'est autant pour moi. On a, si tu veux, de 2011 à 2013, de 2011 à 2012, on a fait l'Algérie. 2013 à 2015, on a fait l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. À partir de 2015, alors là, c'est parti en sucette où peut-être chaque mois, il y avait un pays qui demandait les licences. Et là, on avait totalement créé la structure pour le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on a changé de cadre à partir de 2015 où là, il y a des organisations internationales qui nous ont demandé. Par exemple, comme l'Organisation internationale de la francophonie, ils m'ont dit, mais finalement, vous êtes un peu partout en Afrique. Nous, on a un programme. Et on vous paye pour le faire. Donc, c'est la première fois qu'on m'a appelé pour être payé. Et en me disant, maintenant, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que moi, il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, en 2012, j'étais directeur conseil de première position. Et je me dis, je ne peux plus faire ça. J'ai plus envie. Je veux faire ce que je fais avec les Web Days, la FF. Je ne veux pas rester dans mon bureau à faire toute la journée des fichiers Excel. Et c'est à l'époque où en France, quand tu déposes ta DEM, tu avais la rupture conventionnelle. Et j'avais 2 ans de salaire. Et je me dis, si j'ai 2 ans pour cartonner et le faire. Donc pendant 2 ans, je suis payé finalement à aider l'Afrique quelque part. Et donc je fais développement de l'événementiel là-dessus. Et on me dit, voilà, vous avez des budgets maintenant et vous pouvez le faire et vous êtes payé pour le faire. Et donc là, je fais des hackathons, mais pour 5 pays et je bouge tous les 3 jours. Par exemple, là, j'avais fait des hackathons dédiés à l'environnement en 2015 pour la COP21, parce que la COP21 c'était en France. Et donc j'ai fait le Bénin, j'avais fait quoi? Le Bénin, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Gabon. Et je fais des hackathons comme ça dans un mois. Donc tu vois, tous les 3 jours, je bouge, je change de pays, je forme les jeunes, je fais du coaching sur l'entrepreneuriat, je trouve une équipe, je monte une équipe. Et moi, je me basais sur l'équipe de l'AFF. J'ai appelé mes potes en me disant écoutez les mecs, cette fois-ci c'est rémunéré, si vous voulez, on peut faire un événement. Ah génial et tout. Ils ramenaient leur équipe, on faisait un événement, ils étaient payés pour le faire. Et on a fait 5 pays. Comme ça. Et je me suis dit mais tiens, je vais en faire une offre. Et donc j'ai commencé à parler aux organisations internationales en appelant la GIZ, machin, ainsi de suite, en disant bah, si vous voulez, nous on peut implémenter vos événements de technologie en Afrique. Et donc on a commencé à faire de plus en plus. Après on a eu des livres blancs, on a fait un tour du monde des écosystèmes, on a fait le Canada, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, où on a été faire des études sur place, on a posé des questions pour, par exemple, c'était sur les Living Labs, comment est-ce que ça a été implémenté, et ainsi de suite. Donc on a changé de catégorie, où on s'est retrouvé, l'AFF, à faire de l'événementiel, et là, finalement, le réseau qui était composé que d'étudiants s'est retrouvé à être composé que d'entrepreneurs. Donc on a changé de cadre, parce que nous-mêmes, on a grandi, et on a laissé au club scientifique l'organisation des événements en disant, voilà, nous, on vous laisse ça, on met à dispo, vous pouvez le faire, mais nous, on ne le fait plus. C'est-à-dire qu'on vous donne la main, on donne la main, parce que même on était fatigué, c'était hyper énergivore. Hein. Faire un événement tous les 3 mois de 5000 personnes avec... Dormir dans les hôtels, voilà. voyager tout le temps, être décalé. Non, tu peux te demander à la communauté, on a dormi dans la fac avec eux. On dormait par terre, ils disaient, il est où l'organisateur? C'est le mec là qui dort. Et j'ai un mec là, que j'ai rencontré il y a 2 mois, un mois là, au Qatar. Et il m'a dit, Farid, quand même, on dormait dans la fac. Hein, tu nous as fait dormir par terre, hein, quand même. Parce que tu sais, comme c'était du 24-24, il y a des moments où tu t'endormais, tu étais là, tu dormais presque avec ton blouson, parce que normalement, tu n'étais pas censé dormir. Donc celui qui dormait, il dormait à l'arrache. Mec, tu dors pas, c'est un événement 24-24. Tu vois, on disait dormir, c'était pour les faibles. Et ça, c'était pour les Startup Weekend, pas tout l'événement. Parce que tout l'événement, il fallait dormir à l'hôtel, mais pendant le Startup Weekend, pendant la compétition, on dormait sur place. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend de l'ampleur, et donc on décide de créer plutôt un club d'entrepreneurs qui font eux-mêmes leurs propres actions à l'intérieur et de construire ensemble différentes choses. Et on devient un réseau d'entrepreneurs. Et donc, dans ce réseau d'entrepreneurs... Ça, c'est à partir de quelle année? À partir de 2016, je pense. 2017. Ok. Je suis très curieux de poser des questions par rapport aux entrepreneurs. Toi, tu en as vu tellement. Qu'est-ce que tu as appris sur l'entrepreneuriat en voyant autant d'entrepreneurs? J'aime bien, tu sais, ta fameuse idée, hein, c'est un peu bateau, mais qui dit que c'est un mec qui saute d'un avion et qui crée son parachute en tombant. Bah pour moi, l'entrepreneur,
c'est le mec qui va prendre le risque. Je pense que c'est le mec qui prend le risque. C'est lui qui va prendre le risque de se dire « Ok, je tente le coup, j'y vais ». Après, tu as le mauvais, le bon entrepreneur, tu as celui qui a... Je pense que l'entrepreneur, c'est celui aussi qui ne connaît pas l'échec. Alors, ça veut dire quoi, qui ne connaît pas l'échec? Ça veut dire qu'on a tout le temps, mais qui continue. Pour lui, ce n'est pas un échec, il apprend vraiment. Tu vois, c'est quelqu'un qui a trouvé que c'est son ADN à lui, c'est de faire ça. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tente, ça marche pas, il refait autre chose, il refait autre chose. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a entreprendre dans le mot j'entreprends, je fais. Tu vois, c'est juste je fais, je refais un truc. C'est quelqu'un vraiment qui... Après, il y a les bons entrepreneurs, et les bons entrepreneurs, c'est ceux qui restent focus. Je pense que c'est souvent le problème entre le rêveur entrepreneur et celui qui arrive à choisir et à faire. Après, ça, c'est les dilemmes de l'entrepreneur. C'est celui qui veut tout faire en même temps et qui dit que tout est possible. Moi, je l'ai été, c'est un entrepreneur. Je suis peut-être même encore un peu, c'est le problème. Mais c'est celui qui, aujourd'hui, a envie, tu vois, de tout faire. Et ça, c'est difficile. Mais si j'essaye de caractériser qu'est-ce qu'un entrepreneur, moi, je pense que c'est des mots-clés comme la résilience, l'envie. Ça va être le défi, le challenge, la compétition. Ça, c'est les gens qui arrêtent jamais de bosser. Parce que je pense que c'est des passionnés du travail. C'est vraiment le mec qui est toujours en train. L'entrepreneur, c'est pas le mec qui arrive le vendredi qui dit bon, bah, c'est bon, je me fais un week-end, je rentre chez moi, et ainsi de suite. Alors, on a des nouveaux entrepreneurs aujourd'hui qui disent c'est vrai qu'ils profitent et qui font du tourisme d'affaires. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une hargne, qui a une rage, même une colère des moments. Tu sais, moi, j'ai toujours été un entrepreneur parce que j'ai toujours été contre la machine. Je suis un informaticien, j'ai jamais voulu que la machine gagne. Donc, j'ai toujours voulu faire. J'aime la compétition. Je pense que c'est ça. C'est aimer aussi la compétition. C'est aimer. Je ne sais pas s'il y a une vraie définition, tu vois, de l'entrepreneuriat. Non, il n'y a pas une définition, mais c'est juste que je voulais avoir ça. Si j'avais eu un point commun sur tous les gens que j'ai rencontrés. Pas forcément un point commun, mais ce que tu avais appris. Mais moi, je pense que c'est la résilience. Tu l'as largement décrit. Quelle est la plus grande désillusion que les entrepreneurs ont au début de leur parcours, les jeunes que tu vois? La réussite. C'est de croire que ça va marcher tout de suite sans travailler. C'est de lui dire, bah, c'est bon, j'ai une idée, ça. C'est pas travailler, c'est pas être focus. C'est la désillusion, c'est de croire que c'est facile. Et que parce qu'on ça, c'est la fausse inspiration. C'est les mecs que tu regardes et qui te disent pour 12 € je te rends riche. Et ils ont regardé cette vidéo, ils disent bah, je peux arrêter de travailler, je vais devenir riche. La désillusion, c'est de pas travailler. De pas charbonner, Ouais, non, c'est pas ça, c'est que tu sais, il y a un mec qui m'avait dit un truc que j'avais bien aimé. Il m'a dit souvent les mauvais entrepreneurs regardent les mauvais KPI. Tu sais, j'ai plein de likes sur ma page Facebook. Donc c'est que ça cartonne, alors qu'il a 0 vente. Tu vois, et ça marche pas, c'est-à-dire qu'il vend pas, il fait pas ce qu'il faut pour vendre. C'est de ne pas avoir. Pour moi, la désillusion, c'est de pas, c'est de penser que ça va marcher tout seul et qu'il faut pas du travail. Il faut pas. C'est beaucoup de boulot, tu vois. Oui. C'est beaucoup d'acharnement. La première désillusion, c'est de pas trouver le bon problème, je pense. De pas répondre au bon problème. Tu sais, ils disent qu'il y a plusieurs problèmes dans une start-up ou dans une entreprise. C'est que tu as celle où tu as une migraine. Tu peux prendre un Doliprane ou ne rien prendre et ça passera. Et tu as celui où tu viens de tomber, tu t'es ouvert la jambe, et il te faut une opération maintenant. Dans les deux sens, c'est pas le même persona. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de répondre à des problèmes où tu peux passer au problème et voilà, bah t'as pas pris où tu vends finalement un Doliprane ou tu vends une opération. Le Doliprane, bah, tu peux attendre. C'est pas grave, tu vois, tu as des niveaux de pain, des niveaux de difficulté et il faut réfléchir à celui où le mec il est prêt à être payé pour. Et il y a des gens, moi j'ai souvent vu dans les users, qui disent ouais, moi si tu lances ton service, je paye. Alors ça, il n'a pas payé. C'est parce que les gens, tu sais, mentent aux interviews. C'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions sur les users. Mais je pense que de trouver le vrai market fit, c'est. Moi, il y a un truc que j'ai appris à mes dépens, c'est de comprendre. Je veux même pas encore l'admettre aujourd'hui. C'est que l'humanité n'est pas unique. On n'est pas unique. On a tous des patterns. Tu vas avoir les gamers, tu vas avoir les chasseurs, tu vas avoir les gens qui aiment la bouffe, et finalement, quelle communauté à qui tu t'adresses? C'est ça le vrai problème dans l'entrepreneur. C'est comme si on était des communautés dans le monde entier, mais qu'on était dispersés. Et qu'on te disait, est-ce que tu as trouvé une communauté qui est dispersée et à qui tu vas vendre ton produit? Bah, moi, c'est les gamers. Ok, les gamers, c'est une vraie communauté. Elle existe, elle a tel problème. Et bah, ça, c'est un pattern. Et je pense que le market fit, quand on dit de trouver le vrai marché, c'est de trouver le pattern chez une personne qui se pense unique
mais qui finalement a une forme d'intérêt commun avec plusieurs personnes dans le monde. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais qui ne s'en rendent pas compte. Par exemple, les voileux. Moi, j'adore la voile, je fais de la voile, tu vois, un bateau. Et ben, quand je rencontre un autre mec, on a les mêmes problématiques. Et pourtant, il vit aux États-Unis, il a SF, un pote à moi, Olivier. Et ben, tu vois, on a les mêmes. Et ben, c'est ça. C'est comment tu réussis à trouver dans l'humanité le même pattern qui va devenir une communauté, ton marché, à qui tu vas vendre ton produit. Je vais te poser une série de questions. Vas-y. Qui s'appelle la série. Et c'est pour essayer de comprendre qui tu es réellement. D'accord. Et essayer à travers ça aussi. C'est des tests psychologiques. Pas vraiment. Vous préférez le sucré ou le salé? Pas vraiment, pas du tout, pas du tout. C'est plus pour que les gens comprennent comment tu penses et arrivent à s'inspirer de ça. Vas-y. Ma première question. D'après ton expérience et sans prétendre à donner des leçons ou prétendre connaître la vérité, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves? Entrepreneurial ou en général? D'y croire. Je dirais d'y croire et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Souvent, on te dit même que les premiers problèmes que tu as à ça, c'est ton entourage. Moi, j'ai rencontré un mec qui m'a dit une fois, je l'ai gardé, hein, vraiment. J'ai une start-up, tu sais, et j'ai voulu lever des fonds. Et il m'a dit, mais je lui dis, ouais, mais là, on aura une telle taille. Mais il me dit, mais tu t'es pris pour Zuckerberg. Et j'ai compris qu'il, lui, était limité dans sa tête. Moi, je ne suis pas limité dans mon rêve. Mais lui, il pense qu'il n'est pas capable de faire son rêve, donc il pense que moi, je ne vais pas réussir. Donc, je pense que le premier problème, c'est quand tu écoutes les gens, tu écoutes leurs limites aussi. Alors que toi, ta passion, souvent, elle fait sauter des limites. Et je pense que le premier problème qu'il y a, c'est de ne pas voir l'histoire de ta vie en un point. Ça veut dire, tu sais, tu vas avoir 1000 problèmes à ton projet. Sauf que les gens, ils les voient d'un coup en 2D. Alors que ce n'est pas vrai. Les problèmes, ils sont en 3D. Tu vas avoir 6 mois pour résoudre celui-ci, 6 mois pour résoudre celui-là, un an. Mais quand tu les regardes, tu les vois tous au même plan. C'est beau ce que tu es en train de dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Oh là là, putain, je vais avoir ça à faire. Ça. Mais non, mec, tu auras un an, tu auras 6 mois, et peut-être même celui-ci disparaîtra. Parce qu'il y aura une loi, il y aura un truc où tu auras un pote qui va t'aider à ce moment-là. Et je pense que c'est ça dans la vie. C'est qu'il ne faut pas voir la vie, tu vois, en 2D, mais il faut la voir en 3D en te disant que tu as du temps pour résoudre tes problèmes. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu écrirais? Oh là là, alors, ça pourrait être, je vais rigoler, je vais faire une petite bonne humeur, je dirais salam alaikum. Bah tu rigoles, bah j'ai eu un invité qui m'a dit Allah Akbar. Ah, j'étais mort de rire. Moi, salam, c'est la paix. Dans ce sens, si j'avais un truc, je dirais, je ferais une blague du style, vous avez été, par exemple, élu, si vous souriez toute la journée, vous gagnerez de l'argent. Vous décidez de souriez, quoi. Souriez, vous êtes filmé. Eh ben tu sais, c'est mon... Je suis en train de filmer. Alors, en fait, j'ai eu beaucoup d'interviews et presque tout le monde me dit souriez. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est ouf. Donc là, il y a la communauté là maintenant que je suis en train de me dire que je suis en train de connecter. Moi, je suis en train de voir voilà, ton pattern. Le pattern, là, je le vois en fait. Tout le monde dit ça. Souriez. Ouais, peut-être parce que toi, t'as invité des gens qui sont sur la région parisienne. Peut-être t'aurais fait ça dans le sud, ça serait différent. Mais ici, avec le gris, tu sais, Paris. Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il une personne en particulier qui a eu une influence très forte dans ta vie? Si oui, comment et pourquoi? Une personne? Bon, il y en a eu plusieurs, mais j'ai envie de raconter une histoire. Sans que tu réfléchisses, qui te vienne directement à l'esprit. Non, mais il y a eu une histoire qui m'est arrivée, et donc je la raconte, et je suis même un peu étonné, j'étais vénère, parce qu'il y a un mec, je l'ai raconté à un mec qui l'a pas cru. Et non, c'est pas ça, c'est que ça, c'est pour vraiment, tu me parles de mindset, je vais t'expliquer une histoire folle qui m'est arrivée. C'est un mec qui s'appelle Abdel qui m'a dit, écoute, je vais te présenter un mec qui est l'un des hommes les plus riches au monde. Il s'appelle Simon Murray, qui est un des patrons de Glencore, qui est la plus grande entreprise de matières premières au monde. Je crois que sa boîte vaut 400 milliards d'euros. Tu auras 15 minutes avec ce mec-là. Je dis, bon, ok. On y va et tout, on va chez lui. Alors c'est marrant, le mec avait des drapeaux d'Algérie partout et tout. Je comprends pas, je dis, c'est fou quand même. Le mec, il est anglais, il a des drapeaux d'Algérie partout. Il m'explique que finalement, quand il était jeune, il était amoureuse d'une nana. Elle l'a largué, il a voulu se suicider. Pour se suicider, il est parti en Algérie faire la guerre d'Algérie pour la France, pour devenir légionnaire. Finalement, le mec n'est pas mort. Il revient en Angleterre, il revoit la meuf fait waouh, ce mec c'est devenu une masse, c'est devenu un homme, tu sais, ça te change quand même la guerre et tout. Donc ils se marient ensemble. Et elle lui dit, écoute, mon père a une banque à Singapour, si tu veux, va là-bas et tu vois, on pourra réussir notre vie. Donc ils vont là-bas et le mec réussit sa vie, hein, milliardaire et tout. Et donc je le rencontre et c'est la première fois qu'un mec lui présente un mec, tu vois, pour faire du business. Mon pote Abdel.
Et parce qu'Abdel lui a sauvé un peu la life sur une histoire qui lui était arrivée, une galère et tout, donc il lui devait un service. Et Abdel me dit pour la blague, il me dit écoute Farid, je te présente ce mec-là. Je veux pas d'apporteur d'affaires, je veux pas de thunes. Je veux un seul truc. Parce que ma boîte, c'est dans le domaine du foot. Il m'a dit je veux rencontrer Zidane. Tu te démerdes. Tu lèves des fonds. Ce mec, il a de l'argent. Et moi, tu me fais rencontrer Zidane. C'est la seule chose que je te demande. Le mec était vraiment de dingue. Je dis bon, ok, si c'est ça, il faut que je trouve Zidane, mais si j'ai l'argent, peut-être que je pourrais l'avoir au cas où. Et donc, le mec prend mon téléphone, je t'assure, il prend mon téléphone, il met un objet métallique derrière le téléphone pour le sécuriser. J'avais jamais vu ça. C'est pour enlever la possibilité de filmer, d'enregistrer ce qu'on disait tous les deux. Il le pose à table. Et là, commence la conversation. Je fais mon pitch de ma startup. Et je lui dis, ouais, voilà, j'ai ça, les réseaux sociaux. Il me dit, ah, je déteste les réseaux sociaux, ça sert à rien, ça divise les gens. Et tout. Oh là, je commence comme ça, c'est la merde. Mais je lui dis football. Il me dit, football, il y a de l'argent à gagner. Mais le mec est vraiment business. Et là, s'entame un vrai quiproquo. Je viens de demander 500 000 euros et dans sa tête, il pense que je viens de lui demander 500 millions d'euros. Tu vois, le mec. Et parce que tu sais, c'est pas les mêmes cas. Moi, je te présente un mec demain, je lui dis, tiens, toi, je sais pas, tu gagnes peut-être 4 000, 5 000 euros par mois. Je te présente un mec qui, à son niveau qui gagne 5 euros par mois. Je te le présente et je te dis, lui, dans sa tête, il va vouloir 50 euros, il va pas vouloir 5 000 euros. Tu vois. Et ben moi, je suis ce mec-là qui avait 5 euros. Et donc, dans ma tête, je me dis, je vais pas demander. Je pensais, de toute façon, pour moi, cet ordre, ça n'existe pas. 500 000 euros, c'est à ma dimension. 500 millions, c'est pas à ma dimension. Je le sais, tu vois. Et donc, dans ma tête, je dis 500. Je parle avec lui, je dis, ouais, 500. Et lui, il me dit, ouais, mais 500, tu peux acheter les droits de télé avec. Je dis, t'es malade, mec. Combien ça coûte les droits de télé pour passer à la télé, pour acheter les droits de la Liga, tu vois. Et finalement, et au bout d'un moment, je lâche la connerie. Et je dis 500 000 euros. Il a regardé Abdel comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as ramené, quoi. Tu m'as ramené. C'est comme si je te ramenais un mec et je te dis, bah, lui, il veut 5 euros. Et on a passé 3 heures ensemble pour les 5 euros. Tu vois, il m'a regardé comme ça. Et moi, je me suis sorti à gros malaise. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai sorti comme connerie. Il me dit 500 000 euros. Et il me sort comme ça. Il me dit, mais vous savez qu'il y a des sites de crowdfunding pour ça. Tu sais, pour lui, dans sa tête, je te jure, là, dans sa tête, il croit que parce que tu t'es inscrit en crowdfunding, que tu as les 500 000 euros, tu vois, en 2 minutes. Je lui dis, va faire la vidéo, le machin, le truc, et que les gens, peut-être, à Kickstarter, vont pas te donner. Lui, dans sa tête, c'était ça. Il me dit, pourquoi vous voulez pas 50 millions d'euros. Il me dit comme ça, tu sais, il me dit, si, le mec, il me dit, vas-y, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Au lieu de dire oui, je dis, non, moi, j'ai besoin de 500 000, je suis venu chercher 500 000, tu vois, j'aurais dû dire oui, c'est pas grave, j'aurais eu des problèmes de riches, tu vois, pas des problèmes de pauvres. Et donc, je lui dis, non, mais moi, et on s'embrouille quasiment. Et il me dit, non, mais. Il me dit, écoutez, si vous avez besoin de 50 millions, revenez me voir. Mais du style, pas avant, quoi. Et là, en sortant de ce rendez-vous, j'ai compris qu'il y avait des mondes différents dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des startups, dans le domaine des fonds, dans le domaine même de l'argent. C'est que ça m'a rappelé l'histoire du violoniste à New York. Tu sais, celui qui était le meilleur violoniste au monde. Il est parti à New York, il s'est mis dans le métro et il a fait du violon. Il s'est dit, tiens, je vais donner ça à la population gratuit. C'était 500 euros, son billet d'entrée, et c'est toujours plein de ce qu'il fait. Il l'a dit à personne. Il y a une vidéo qui le filme. Pendant toute la journée, il a eu 5 euros. Personne ne le regardait, personne ne s'est arrêté. Et l'expérience humaine derrière, il disait, il faut être, si tu trouves que tu n'arrives pas à marcher, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Déplace-toi, change d'endroit, change de personne, change de relation pour pouvoir réussir. Tu vois, c'est pas de rester. Si tu restes au même endroit, dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes et que ça réussit pas, c'est où t'as pas le bon marché, où t'as pas les bonnes relations, où t'as pas le bon mec. Change, tu vois. Sois mouvement, reste pas stoïque. Tu vois, il y a des gens qui restent dans leur quartier, dans leur machin, dans leur truc, et ils pensent que les opportunités vont venir. Non, si tu es dans un endroit que tu n'as pas bougé depuis 10 ans, la loi mathématique, physique va faire en sorte qu'il y a une étoile qui va tomber dessus, qu'il y a un mec qui va renvoyer, tu vois, en mode Superman. J'ai ce qu'il te faut. Et là, en comprenant ça, je me dis, ok, j'ai plus de plafond de verre financier. Ok, si j'ai un mec qui peut peut-être me donner 1 milliard, il me donnera 1 milliard un jour. C'est possible. Tu peux rencontrer ce genre de personnage. Mais il faut être dans le bon réseau, dans le bon endroit, avec la bonne recommandation. Exactement. Et donc, ça veut dire que quand on parle, tu vois, de mindset, pour les gens qui nous écoutent, c'est il y a des gens qui ont des financements, il y a des gens qui ont de l'argent, il faut les rencontrer. Ils attendent que des bons projets. Tu vois, lui, il avait 77 ans. Le mec, il a quand même vécu, il a envie de vivre une aventure humaine. Il a roulé son truc. Tu sais, c'est des mecs-là, à un moment donné, il ne reste même plus que la relation humaine à ce niveau-là. Ils ont tout. Tu vois, le mec, il m'a dit, le week-end dernier, il avait acheté une machine à 150 millions d'euros qui était capable de, tu vois, de détecter le diamant. Tu imagines 150 millions le week-end, toi, tu as peut-être 150 euros au resto, tu vois, ou un truc comme ça. tu vois non, mais, et ça m'a complètement dévergondé. Je me suis dit, waouh, un mec,
si j'avais été d'accord, si j'avais été machin, aurait pu me donner 500 millions d'euros parce que j'ai bu un café qu'un mec me l'a recommandé. Et dans le domaine des riches, entre parenthèses, ou des ultra riches, ça marche comme ça. C'est du relationnel, c'est du machin, c'est du truc. Tel connaît tel. Ouais, c'est ça. Ok. Les success stories, que moi je considère success stories, des personnes que je considère comme toi des success stories, c'est-à-dire des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France, sont innombrables, mais pourtant elles sont invisibles dans le paysage médiatique français. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Déjà, il y a différentes théories là-dessus. La première, c'est qu'on est, comme je te disais, c'est les titres de noblesse. On n'a pas nos titres de noblesse, on est des étrangers avec des titres de noblesse étrangers. En France, même les Français, tu vois, même les Français blancs, entre parenthèses, pauvres, sont considérés comme des immigrés pour moi. Dans le sens, tu as une caste. Moi, je considère qu'en France, tu sais, dans les différents voyages, je fais entre 3 et 4 pays par mois depuis des années. Et je rencontre des gens, je suis hyper curieux, je pose des questions sur la politique, sur la manière dont les gens ont constitué leur pays en Belgique, quand tu comprends qu'il y a 200 familles royales. Et tu comprends qu'en France, on est dans une aristocratie que finalement 1789 n'a jamais existé. C'est juste quelque chose qui a changé. Et tu as une élite parisienne. Parce que je pense qu'en France, on confond souvent les Français et l'élite parisienne. Tu vas dans le sud, les gens sont super géniaux, il n'y a pas de problème. À Marseille, tu vois, à Nice, enfin à Nice peut-être pas, mais dans d'autres villes, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je pense que la conjoncture française aujourd'hui fait qu'il y a une élite parisienne où on a des gens qui ont vécu dans le 6e arrondissement toute leur vie, qui n'ont pas bougé, tu vois, qui ont fait des choses et ainsi de suite. Et ils ont un rapport déjà avec les Français eux-mêmes, tu vois, Français, nés en France et ainsi de suite, de 50 générations, problématique parce qu'ils ne sont pas des aristocrates. Donc on a différentes strates de problématiques pour moi. On a la première problématique, c'est qu'on a d'abord les aristos, les bourgeois et ainsi de suite. Chez, tu vois, c'est des gens qui sont nés en France, de Français, mais de 50 générations, eux-mêmes déjà. Après est arrivé, je pense, le gros problème de la guerre d'Algérie. Et ça, nous, on a foutu le bordel pour tous les autres. Les Tunisiens, les Marocains, les Sénégalais, et ainsi de suite, pour tous les Arabes. C'est que, si tu veux, la guerre d'Algérie est un des plus gros problèmes français aujourd'hui qui n'a jamais été ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le Front National, le RN et ainsi de suite, tu sais qu'ils sont nés de ça. Ils sont nés du PACA, ils ont constitué leur parti politique de la guerre d'Algérie, des pieds noirs en France et ainsi de suite. Donc il y a eu une grosse problème des Harkis, il y a eu une grosse problématique dans le sud de la France qui a créé le fameux pattern qu'on disait tout à l'heure, c'était ça le pattern. Tous les gens qui ont connu la guerre d'Algérie se sont regroupés derrière le FN et la RN. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gros problèmes là-dessus, c'est qu'eux, ils ont mélangé islam, par exemple, et Algérie. Ils ont mélangé les Tunisiens, les Marocains, les musulmans avec les Algériens. Et je pense que le plus gros problème qu'on a eu avec notre diaspora, que la France a eu avec ses immigrés, c'est qu'elle n'a jamais ouvert le dossier de la guerre d'Algérie, qu'on aurait pu le faire facilement. Mais il y a eu tellement de choses qui ont été faites et qui n'ont pas été dites. Moi, j'en parle encore à des gens. C'est très marrant parce que tu peux en parler à des fils de pieds noirs. Eux-mêmes encore sont encore marqués parce qu'ils ont vécu leurs parents mais qu'ils leur ont rien dit. Tu sais, c'est des omertas à l'intérieur des gens qui est terrible. Et je parlais, je ne sais plus, avec quelqu'un du gouvernement français qui me disait, tu sais, Farid, 33%, non, 30%, 40% de la population française a une histoire avec l'Algérie. Donc les pieds noirs, les Harkis, les juifs qui sont nés en Algérie, les Français, les franco-algériens. Il me dit il y a quasiment la moitié de la population qui a un rapport avec l'Algérie aujourd'hui en France. Et donc il est conflictuel. Et je pense que la problématique qu'on a eue, il y a une grosse partie, même parce pourquoi on a eu du RN aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cristallisé cette haine et ces problèmes qu'on a eus. On n'a jamais rouvert ces dossiers-là. Et donc c'est resté. Et c'est aussi la plus grosse communauté de la diaspora française aujourd'hui, c'est les Algériens en France. Je crois que je ne sais pas combien il y a d'Algériens en France, mais c'est énorme. Moi, on m'avait dit qu'il y avait 36 consulats algériens en France. Imagine, c'est énorme. Oui, mais bizarrement, ce ne sont pas autant, parce que quand on regarde, par exemple, même la population musulmane en France, elle ne représente qu'entre 8 et 9% de la population. Mais médiatiquement, on dirait qu'elle représente 35%. Oui, mais parce que mais finalement, quand on regarde, et parmi ces 8 à 9%, il y a une partie qui sont algériens. Donc finalement, c'est peut-être 3% de la population, 4% de la population. Oui, mais qui sont souvent, comme ils te disent, visibles. Et comme il y a ce premier rapport. Tu sais que même tu regarderas dans les gouvernements français, le nombre de gens qui sont nés en Algérie ou qui ont été pieds noirs. Il y a eu 2-3 déjà, je crois, anciens gouvernements, où 100% des gens étaient nés en Algérie. Mélenchon, je crois qu'il est né en Algérie encore aujourd'hui. Il y a plein de gens. Oui, il y a un rapport avec ça. Il y a un rapport en tout cas, alors déjà avec l'Algérie, 2, un rapport avec l'Afrique. Tu as toutes les grandes sociétés aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la France, c'est aussi les anciennes colonies qu'ils ont, les Africains.
Donc il y a tout ce rapport aujourd'hui qui est conflictuel. Il y a l'aristocratie, il y a les conflits, je pense, tu sais, de diaspora, et il y a une autre partie, aussi, il y a l'islam, dans le sens où c'est la première religion visible pour eux. Et donc on se retrouve dans un truc où en France, on a toujours privilégié la différence et pas, tu sais, le commun. Et c'est ça que je trouve, et surtout à Paris, où déjà, moi qui est né à Rouen, quand je suis arrivé sur Paris, on m'a compris ce que c'était, j'ai compris ce que c'était la banlieue. Je savais pas que le périph, c'était une frontière tu vois, dans le pays. Et juste ça, c'est comprendre que dans la France d'aujourd'hui, on a beaucoup divisé pour mieux régner. Et dans tout, la gauche contre... J'ai jamais compris la gauche contre la droite. C'est les gens qui sont français, mais on a trouvé le bipartisme. Tu sais, c'est où c'est opposant, ou tu es au pouvoir, ou tu es opposant. C'est un mec qui m'a dit un jour, tu sais, il m'a dit la politique, c'est génial. On est toujours payé, qu'on soit du gouvernement ou de l'opposant, mais il ne faut pas qu'il y ait un troisième parti. Donc tout a été créé en France. On est dans quelque chose qui vieillit mal. Où il y a au lieu de considérer, par exemple, comme les États-Unis, les étrangers comme une force. Tu vois que le patron de Google aujourd'hui, c'est un Indien. Le patron de, je crois, Microsoft, c'est un Indien. Ils ont, quand on parle de rôle modèle, des rôles modèles pour attirer aujourd'hui. Ils ont leurs problèmes aussi. Ils ont leurs problèmes, mais ils ont quand même fait en sorte nous, on n'a pas de grand patron dans le 440, je crois qu'il soit algérien, tunisien ou marocain. Oui, il n'y en a qu'un seul, c'est Moral Chibout, et encore... Non, il n'a pas été patron. Il n'était pas patron. Il a essayé peut-être Autolib, mais c'était pas le 440. Oui. C'était pas le 440. C'est vrai. Tu vois, et c'est pas ça, c'est que de toute façon, on a, je trouve, un gros problème identitaire en France. Déjà, les Français avec les Français. Tu sais, il y a un film, j'arrive jamais à récupérer ce film où tu as des mecs qui envahissent la France. Ils arrivent à Marseille, ils envahissent toute la France. Ils disent non, ici, c'est pas la France, c'est Marseille. Ah merde, on doit aller vous faut remonter de l'autre côté. Ils arrivent de l'autre côté de Bordeaux, ils disent non, ici, c'est pas Marseille, ici, c'est pas la France, c'est le sud-ouest. Ah, ils arrivent chez les Bretons, ils disent non, on n'est pas français ici, vous êtes en Bretagne ici, tu vois. Ils arrivent à Dunkerque, ils arrivent en Alsace-Lorraine. Ils disent mais jamais on est à Nice, ils se disent mais non, on est italiens. Tu vois, il y a un problème identitaire, les Français avec les Français. Déjà avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai l'impression qu'on a un gros problème identitaire. Moi, j'ai une amie qui était née au Gabon, qui est française de parents français. Ses parents sont morts, elle a voulu revenir, mais ils n'ont jamais eu. Elle a galéré, je crois, des années pour revenir. Alors, elle est blanche, tu vois, française, prénom français, nom français. Ses parents étaient français, mais ils ont galéré pour. Elle devait prouver qu'elle était française, alors que elle était née au Gabon. Tu vois, alors que, tu vois, c'était. Et il y a un gros problème identitaire. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas la solution à ça. Mais j'ai l'impression que le problème est plus complexe. Il n'y a pas que la diaspora, il y a d'autres choses qui sont. Il y a plein de... J'ai plus l'impression que c'est les aristocrates qui sont au pouvoir et qui ont une manière de voir de la France. Et par exemple, même aussi leur dire. Je pense que si. Je réfléchis je marche en pensant. J'essaie de construire ma pensée, mais je pense qu'on est aussi dans un pays qui ne s'est jamais libéré de la colonisation. Tu vois, qui s'est jamais libéré de la décolonisation, qui n'est pas décolonisé, qui a toujours considéré l'Afrique comme des ressources naturelles, comme des ressources aussi même humaines maintenant. Parce que quand tu vois le nombre d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains qui viennent chaque année remplir les universités françaises, où on a toutes les majors de promo de tout le Maghreb qui disparaissent, et qui viennent nos médecins et ainsi de suite, je pense qu'il n'y a pas eu ce travail. Et je suis déçu parce que j'aurais pensé que la France, en tant que pays humaniste, aurait créé un pont avec l'Afrique, par exemple, tu vois, avec ses anciennes colonies comme l'a fait l'Angleterre ou ainsi de suite. Mais chaque pays a ses stigmates, chaque pays a ses erreurs, et c'est des points aveugles. Et le dernier épisode qui vient de sortir, c'était Fayrouz Noiri, c'est une écrivaine. Et elle a dit un truc qui m'a réellement interpellé. Elle a dit: la France sera fidèle à elle-même quand elle honorera ses mémoires glorieuses et moins glorieuses. Oui, sauf que il est glorieuse, oui, mais les moins glorieuses, on met ça sous le tapis et c'est trop douloureux. Et parfois, quand tu parles avec des personnes où leur grand-père, par exemple, a fait la guerre d'Algérie, du côté français, c'est un tabou. Ça ne s'évoque même pas. Donc, je connais des personnes très proches qui, leurs parents ont fait la guerre d'Algérie, mais du côté de l'armée française. C'est un tabou. C'est un grand tabou. Donc, il y a une sorte de... on ne veut pas en parler. Parce que c'était quelque chose qui était difficile dans l'histoire de la France. Je pense parce que la France était un pays impérial. C'était un très grand pays. Tu sais, à l'époque, ils étaient même divisé le monde avec l'Angleterre. Et je pense qu'ils ont vécu, ils sont restés dessus, sur ce pays qui avait ses colonies.
et qu'on savait qu'il y avait sa grandeur. Moi, je pense que la France aurait pu avoir d'autres grandeurs que ses colonies, ou plutôt par l'humanisme. Oui, elle peut y venir. Elle peut y venir. Et je pensais même que tu vois ce qui s'était passé apparemment avec la France et l'Allemagne avec la Seconde Guerre mondiale aurait pu arriver avec la France et l'Algérie, en disant que comme ils sont face à face et que c'était un département français et l'Algérie, c'est pour ça que c'est encore une autre histoire que la Tunisie ou le Maroc, où nous on était, tu sais, je vais te raconter ma propre histoire. J'arrive à 18 ans à la mairie pour, tu sais, faire ma carte d'identité. Elle me dit, mais comment vous êtes français? Et je dis, bah, je suis français, je suis né en France. Ah, mais non, on ne sait pas comment vous êtes devenu français. Et tu sais que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je me considérais 100% français, d'origine algérienne. J'avais pas de problème avec mon identité, j'étais français, j'étais né en France. J'avais même pas ce rapport avec l'Algérie, parce que je partais en Algérie qu'en vacances. Tu vois, j'avais pas ce lien réel que j'ai aujourd'hui avec l'Algérie. Et je rigole, elle me dit, non, non, monsieur, on ne sait pas, on peut pas vous donner la nationalité française. Je dis, mais j'ai ma carte d'identité, mais elle est juste périmée. Je dis, ouais, mais on sait pas. On doit faire une enquête sur vous. Et là, je me suis mis en question sur ma propre identité. Finalement, je suis peut-être pas français, alors, si le gouvernement français ne sait pas pourquoi je suis français. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on sait comment vous êtes français. Vous êtes français parce que vos parents sont nés sous l'occupation française et vous étiez français. Donc, par décret, vous êtes devenus français. Ok. Et donc, finalement, c'est comme si on venait de me dire, tu es un Algérien, mais tu as été naturalisé français. Tu vois, il est là aussi le problème avec la France, c'est que les Français ne veulent pas non plus qu'on devienne français. Tu vois, ça a été ça pour moi le problème de dire, mais attends, ou c'est peut-être pas les Français, c'est plutôt le gouvernement ou l'administration française. C'est l'administration française. Elle a un problème, c'est pour ça que je te dis, avec son identité, qui a fait qu'elle m'a mis moi-même en question sur ma propre identité française. En me disant, mais j'ai toujours été français, et c'est elle qui a transformé ma façon de voir. Imagine posséder une fortune d'1 milliard d'euros et que l'échec soit exclu de ton parcours. D'accord. Quel objectif de vie tu te fixerais aujourd'hui? Oh, je créerais un nouveau civilisation. C'est le mec. Si j'avais 1 milliard d'euros aujourd'hui, bah déjà... Et l'échec n'est pas une possibilité. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Ah, tout ce que va réussir, je financerais la Founder Family. Je monterais l'asso que j'ai, ou la fondation. Je lui donnerais les moyens de réussir, de retrouver les mêmes personnes bienveillantes. Et je pense que je ferais des choses différentes. Je commencerais plus tôt. Je ferais des choses avec les enfants. J'ai dû créer les enfants par un mindset entrepreneurial, par un autre mindset de l'éducation financière. Je créerais des écoles qui auraient comme but d'émanciper ce qui est aujourd'hui des croyances limitantes que la société nous a imposées dans notre origine. Moi, tu sais, on parle d'Algérie, moi, je suis humain, j'adore l'espace. Donc, plus je regarde l'espace, plus je considère qu'on est une seule espèce sur Terre. Et de me dire, de créer chez les gens un autre mindset, une autre manière de vie, parce que je pense qu'on est aussi, comme je te disais, la somme de nos expériences, mais on est aussi la somme des croyances limitantes qu'on nous a dit. Tu es un mec de quartier, tu es un mec, t'es né, tu vois, tes parents sont arabes, ils n'ont pas été machin. Tu es, par exemple, pas riche, tu es machin. On te met des choses qui font que tu te crées, quand tu poses tes questions, elles sont aussi là, tes questions, quand tu dis, mais pourquoi les gens ne vont pas jusqu'au bout de leur rêve? Parce qu'ils ont des croyances limitantes. Donc, je créerais quelque chose qui expliquerait aux enfants de ne plus avoir ces croyances limitantes, que c'est un autre monde, que c'est un terrain de jeu. Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? Alors, je crois que 1000 fois. À chaque fois, tout le temps. On pense tout le temps à l'échec. Et moi, c'est les autres qui m'ont motivé. C'est mon entourage parce que je me suis toujours mis avec des gens qui croyaient à l'impossible autour de moi. J'ai compris que c'était ça le succès, la réussite. Enfin, c'est la vraie réussite, c'est de mettre autour de toi des gens qui avaient la croyance que tout ce qui était impossible était possible, quoi. Il faut que tu trouves une équipe autour de toi. Il disait qu'à Harvard, que les gens qui étaient les plus heureux, c'était ton premier cercle va bien, ton deuxième cercle va bien et ton troisième cercle va bien. Tes amis, ta famille, tes enfants, ta femme, machin, ton mari. Après, tes frères et sœurs. Et après, tes premiers amis. Si ces trois cercles-là sont heureux, tu es heureux dans ta vie. D'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser après. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Moi, alors, mon premier cercle, ça dépend, parce que ma famille, c'est les frères et sœurs et tout. Tous qui sont autour de moi, c'est le rire, la bienveillance. Je pense que la diaspora, on est souvent dans l'autocritique. Et nous, alors moi, je suis algérien, on est dans une autodérision 24-24, donc rien n'est grave. Le truc, c'est ça, c'est que rien n'est grave. Oui. Et c'est quelque part, ça adoucit toujours l'échec. Parce que rien n'est grave. Allez, c'est pas grave, allez, tu recommences, tu referas un truc. Allez, nous embête pas avec ça, t'as autre chose à faire.
Et les amis autour, j'ai aussi choisi des amis, j'ai changé, c'est marrant, mais j'ai profilé, on va dire. C'est que j'ai choisi aussi des gens, je ne sais pas si je les ai choisis ou je suis resté avec eux plutôt, ou ils sont restés avec moi, parce qu'on était bienveillants et on était positifs. Donc maintenant, je ne m'embête plus. Tous les gens qui sont toxiques et négatifs, je les dégage. J'ai plus aucune problématique. Avec l'âge, peut-être que ça arrive comme ça, mais en tout cas, moi, je me dis, je prends que des gens positifs. Et même quand il y a une galère, on monte ensemble, on construit et on arrive à ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Ah, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Parce que ça m'est arrivé 1000 fois. Et c'est même devenu un leitmotiv. Je me suis dit, j'ai enfin compris ce qui me plaisait dans la vie. C'était de choisir tous les projets qui me dépassaient, où j'étais pas capable de le faire. Et j'avais un temps limité. Tous mes jobs que j'ai eus ont toujours été un truc d'imposteur. Tous les trucs que j'ai pris, mais j'ai toujours réussi. Parce que c'est un peu, tu sais, les fameux 2D et 3D. Me dire, non, vois la vie en 3D, ça, tu vas voir. Ça va se décanter, vois la vie comme ça. Et quand tu verras cette vie, cette manière-là, tu vas appréhender différemment. Et finalement, c'est ça. Il faut réussir à construire son mindset, sa manière de penser, en se disant... comme c'est un projet qui me dépasse, je vais être motivé, surmotivé, je vais me mettre de l'effort. Si c'est quelque chose qui est de la routine, c'est habituel, tu mets moins d'efforts, moins de choses. Et donc, j'ai toujours choisi les trucs qui me dépassaient. Donc, à la limite, c'est même un sentiment que tu cherches. Ouais, complètement. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Par exemple, on vient me voir, on me dit, ouais, il y a... c'était la BPI, il me disait, on a 500 événements à faire, je prends. Je prends. Je sais pas faire, je prends. Il y a des gens qui me disent, ouais, viens, combien de temps on a? Si c'est bon, je peux apprendre la matière, on peut faire ça. Ou je peux trouver des gens qui connaissent et on va le faire. Et on va réussir. Bravo. Et on a réussi. Bravo. Comment les gens peuvent te suivre ce que tu fais, suivre ton travail, la Founder Family? Rien. C'est très marrant, mais il y a très peu. Alors là, on va changer parce qu'on s'est fait engueuler un peu avec. Tu es sur LinkedIn aussi. Ouais, oui, LinkedIn, c'est vrai, t'as raison. Sur LinkedIn, Farid Arabe, ils peuvent me trouver là-dessus. Sur Twitter, Farid Arabe aussi. Je pose moi, il y a Instagram aussi, c'est The Farid Arabe parce que j'avais perdu mon compte Twitter. Finalement, je l'ai rouvert. Enfin, ils m'ont rouvert mon compte. Je sais pas. À une époque, ils avaient fermé Twitter. J'avais testé les trucs de logiciels. J'adore les logiciels. Ça avait bloqué mon compte. Et là, j'ai dit, je vais le supprimer parce que vous ne me l'avez pas ouvert. En me disant que je vais le supprimer, grâce à la LGBT, ils m'ont rouvert mon compte. Il y a 2 jours. Ok. Ouais, voilà. Après, donc, je me retrouve comme con avec 2 comptes Twitter. Mais donc, il vaut mieux aller sur LinkedIn. Et là, sur le Founder Family, founder.family. Ok. Et là, on va mettre à jour les trucs parce qu'on a remonté toute l'équipe. On est passé encore un autre crescendo. On va monter d'autres trucs. Là, on va lancer un accélérateur. On va lancer des médias, des choses, des nouvelles choses. Donc là-dessus. Parfait. Si les gens qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot de toute notre conversation, ça serait quoi? La 3D. Voyez la vie en 3D. Merci beaucoup Farid Arabe pour avoir été mon invité à Jugurtha Talks. Merci à toi. Tu as du taf après pour le montage. Bah, il n'y a pas de souci. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.